What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici Jerry. Gros merci tout le monde d'écouter le podcast, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez m'encourager et à ce que je continue à pouvoir faire ce beau projet-là, je vous encourage tout le monde à aller vous abonner Patreon, hein? Vous pouvez le faire au patreon.com/whatsuppodcast, tout ça écrit ensemble. Ça va me permettre, entre autres, c'est mon seul moyen de financer, ça. Fait que si vous aimez ça, vous voulez que ça continue, je vous encourage à aller vous abonner. Ou sinon, vous pouvez toujours venir me voir en spectacle. Et ça, si la COVID a pas chié toutes mes dates d'ici ce temps-là. Mais je suis supposé faire une tournée en Abitibi du 12 au 14 novembre. Ok, le 12, je vais être à Amos. Le 13 à Rouen, le 14 à Lassar. Les billets sont en vente au jeralain.com, Jer de R Alain 2L. Ou sinon, je vous encourage tout le monde à aller abonnez-vous à mon channel YouTube, la page Facebook, le compte Instagram. C'est tout le temps super apprécié. Ou sinon, cette semaine, on recevait Bob le chef. Très content de l'avoir reçu. C'était vraiment le fun. Vous pouvez aller abonnez-vous à ses réseaux sociaux. Ou sinon, je sais qu'il sortait une bouteille de vin qui s'appelle le Bout en Train. Fait qu'allez checker ça, ça va être disponible pas mal tout partout, dans les dépanneurs, épicerie. Allez checker ça. Ou sinon, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Gros merci tout le monde, je vous adore et on se revoit la semaine prochaine. Peace out! Ouais, durant la pandémie, il y a plein de monde qui m'ont fait genre plein de peintures, de dessins. Okay. Là. Venom. Non, ouais, tu sais, nous autres, je sais pas si on t'avait approché ou je sais qu'on a approché une couple de personnes pour faire les tournois de beer pong. Oui. On a fait des tournois de beer pong. T'étais là-dedans, toi? Non, ouais, c'était moi avec Orange Le Sort puis G7. Yeah. Puis il y a quelqu'un qui m'a fait cette toile-là. Ben, c'est Orange Le Sort puis Master Bugarici qui m'ont approché. Ah ouais? Puis je suis comme, je veux-tu vraiment faire de quoi avec Orange Le Sort puis Master Bugarici? Ouais. Ah, ok. Ouais, j'en connais. Tu sais, il était souvent là, le tout, dans ces tournois-là. Je suis tellement plus. Je bois plus. Ah ouais? Malade, moi, je bois plus. Eh ouais, on comptera tout ça pendant. Ben, c'est déjà commencé. C'est fait déjà que- commencé. Malade, je savais pas. C'est comme surprise, Ouais, version drette ça. podcast. Drette ça. C'est le Alain Stanquet du podcast. Ça C'est se peut. malade. Mais, ah ouais, tu bois plus tant que ça? Je bois vraiment plus beaucoup. C'est Ah. malade, j'ai arrêté de boire de la bière. Puis ça a été une grosse révélation pour moi. J'avais des problèmes de brûlement d'estomac. Ah ouais? Quand t'es cuisinier, puis tu manges pour vivre, Ouais. c'est comme pas bon, ça. Non, avoir c'est des ça. brûlements d'estomac. Puis, Chris, j'essayais plein d'affaires. C'est-tu le gluten? Tu sais, Ouais. fait que là, t'essayes de pas manger de gluten pendant un bout. Puis après... Dans ma tête, j'avais un que le gag, c'est comme un porn star qui ça chauffe quand il pisse. C'est pas vraiment bon signe. Tu peux toujours mettre un condom dans ce temps-là. Je peux pas rien faire. Mais ouais, j'ai arrêté de boire de la bière, puis c'est vraiment ça. Là. J'avais un abonnement aux Antax, puis à tout ce que tu prends pour digérer. Puis même à un moment donné, je me disais, Chris, ça n'a pas de bon sens. T'sais, je peux pas prendre des pilules dans le but de manger de la crap. Là. C'est pas de même la vie fonctionne. C'est ça. Mais finalement, c'est ça. J'ai slacké à la bière. Je bois du vin, justement, puis des gin. Mais tu manges-tu bien de la scrap? Tu sais, vu que t'es un Ben chef. moins qu'avant. Quand je cuisinais... Tu sais, quand tu cuisines dans un restaurant, Ouais. t'as perdu... tu sais, cuisiner, ça devient un travail. Tu perds le plaisir un peu de cuisiner. Ah, déjà de le faire pour toi? Ouais, carrément. Fait que, tu sais, quand je finissais de travailler à 1h du matin, je veux dire, là, je buvais de la bière, je mangeais une poutine, puis je fumais 3 battes, puis je me demandais qu'est-ce qui prenait des brûlements d'estomac. C'est pour ça que t'as remarqué tout de suite mon bang en rentrant. J'ai vu le bang en rentrant. Ah, cool, le style. Qui venait avec un CD de Miley Ouais, qui Cyrus. venait avec le... Ouais, mais je pense que tous mes fans de cette histoire-là, j'arrête pas de la compter. Moi, je suis fan de Miley, je l'aime. Ah ouais? Absolument. Moi, c'était dans ses débuts. Quand elle a commencé à virer, je vais faire de la crise de controverse. Ouais. Là, elle fait un peu décrocher. Tu sais, mais... ouais, moi, son album, c'était...
Born in the USA, là, moi, l'affaire de même, là. Je suis trippé avec mon frère. On était genre 2 bums, que tu faisais comme c'est sûr qu'ils trippent pas sur Miley Là, Cyrus. t'écoutes ça secrètement. Moi j'ai grandi, je pense que je peux te dire, j'ai 44 ans, fait que en 1991, genre, j'avais 15 ans. Puis Milli Vanilli était vraiment en mode. Milli Vanilli, c'est ceux-là qui ont ils faisaient du lip-sync, finalement. Okay. C'est Claude Rajotte qui a découvert, qui chantait pas pour Ah ouais? Oui. Puis on gagné un Grammy, puis tout. Il a fallu qu'ils remettent le trophée, puis tout, parce que ça a été prouvé qu'ils chantaient pas sur leur album. Moi, c'était 2 grands Allemands mulâtres qui parlaient pas un esti de mot anglais. Mais il était beau, il était vraiment beau. Il était marketable, comme on dit. Hein? Puis il chantait une Girl, you know it's true. C'est la seule fois que je vais chanter pendant un podcast. Puis j'aimais tellement cette chanson. Mais tu sais, moi, j'étais un skater punk. J'écoutais Berrurier Noir. Si mes amis savaient que j'écoutais Milli Vanilli, c'était à la honte. Je fais pas aller au skatepark. OK, fait que c'était ta Miley Cyrus de l'époque. Exact. Je l'avais en cassette, par exemple. Tu peux te faire des cassettes. Puis je l'avais comme enregistré en loop sur une cassette. Puis je l'écoutais uniquement avec des écouteurs. Pendant que tu faisais de la skate? Ou... Non, chez nous, caché. Je cachais. Non, j'arrivais au skatepark avec mes tapes de Beru pour avoir l'air cool. Ah, c'est vrai, Chris, en 91, t'avais pas les MP3 que moi j'avais. Non, on avait des Walkman jaunes. Ouais. Si t'avais un Walkman jaune, t'étais riche. Je l'ai eu, moi, le Walkman jaune. Même si j'étais un peu plus jeune, là, je l'ai quand même eu avec ma cassette des Backstreet Boys. C'était son... Tabarnak. Ça, c'est drôle. Ça a eu de l'impact sur ma carrière de karaokéen. Aujourd'hui. Qui est terminé. Pandémie oblige. Pandémie oblige. Karaoké, c'est terminé. Horatio l'a dit. Hey, je vais te faire une vraie intro, vu qu'on vient de commencer ça. Ouais, on a du fun. Là, What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir enfin Bob le chef. Yeah! Hey, merci d'avoir accepté mon invitation, mon gars. C'est-tu à cause d'un gars qui s'appelle Van Godzilla que je te cite? Ben non, parce que j'avais déjà l'intention de t'inviter. C'est quoi ta relation avec Van Godzilla? Attends une minute, il est où? Attends, je vais être pas. Là, ma relation avec. Il m'a fait ça durant la pandémie. Un dessin de moi en colonel moutarde. Oh wow! Il a beaucoup de talent. C'est un ancien skater et il est débile léger. Je suis ses réseaux sociaux. Il est un peu intense. Il est très intense. On l'aime de tout cœur. Ah ouais. Il en faut du monde. Ah ouais. Mais je l'ai rencontré en vrai puis il était super cool. Il est super cool. Il aurait pu... Tu sais, moi, des fois, j'ai tendance à trop faire confiance au monde. Pis... Mais c'est lui, il m'a écrit à un moment donné, il dit « T'aimerais-tu faire le podcast de Jerry Alain? » Puis là, je suis comme... Ben oui. Il dit, je vais t'arranger ça. Là, je peux m'arranger du seul. Il va m'inviter s'il veut m'inviter. Il se transforme en relationniste de presse. 2 heures après, j'ai vu que tu m'avais invité. Je dis, tu fais peur à Jer. Ben, c'est parce que là, tu sais, j'étais en train de recommencer à les faire, tu sais. Ouais. Puis là, il m'avait sorti ton nom, puis j'ai fait, Chris, c'est vrai, je voulais justement l'inviter. Fait que c'est pour ça que je t'ai écrit. Mais tu sais, si on se coche ces micros, là, je pense que c'est safe. Là, mes gouttelettes, ils vont dans ton micro. C'est ton prochain invité qui va être contaminé. J'ai désinfecté tout après. Fait que, tu sais, on n'a pas à stresser pour ça. Là. Mais ça me faisait vraiment peur, par exemple, de recommencer. Je sais pas si le monde allait vouloir venir. Je sais pas à quel point le degré de peur il est installé dans le monde. Fait que c'est pour ça que moi, je suis dans le milieu de toute cette affaire-là. Tu sais, je suis pas de ceux qui y croient pas. Non. Mais je suis pas de ceux que si je rencontre quelqu'un qui y croit pas, que je vais y faire la morale. Ouais. Moi, je suis pour le vivre et laisser vivre. Tu sais, moi, j'en mets un masque parce que personnellement, je trouve que mettre un masque pour calmer les gens, c'est un très petit geste. Ça brime pas. Je n'ai pas l'impression que je suis en Corée du Nord. C'est ça. J'ai pas l'impression qu'on brime mes libertés. Je veux dire, je peux enlever le masque puis fumer un bat, puis personne me dit rien. Je veux dire, on est loin là du régime communiste. Exactement. Le régime communiste, c'est même pas une dictature. En tout cas, c'est une toute autre affaire. Mais du même coup, si t'es trop pro-masque puis tu commences à gosser le monde en fil comme...
t'es à 3 cm de trop proche de moi. Ça me gosse complètement. Tu me perds rendu là. Je suis tous dans mon coude, je mets un masque, puis je reçois pas 10 personnes chez nous que je suis en social. Mais même vouloir savoir 10 personnes chez nous, j'aurais pas peur de le faire. Puis je trouve ça... en même temps, il faut le faire. Mais tu sais, en ce moment, en télévision, c'est complètement débile. Je veux dire, tourner, on a toutes les précautions du monde. Je veux dire, masque, c'est goggles. fou, hein, pareil. Un caméraman avec des masques et des goggles, c'est tough pour lui. Là. Moi, qu'est-ce que j'ai remarqué? Parce que j'en ai fait un petit tournage. Puis qu'est-ce que j'avais remarqué qui était intense? C'était dans Van, tu sais, il y avait comme genre des affaires, des plastiques pour séparer tout le monde de tout. J'étais comme, c'est intense. Mais je pense parce qu'ils veulent pas prendre de chance vu qu'il y a tellement d'argent. Puis justement, ceux qui sont un peu plus covidophobiques, ça les calme, c'est correct. On en parle souvent là, qu'il faut respecter les gens. C'est ça. C'est une bonne façon de respecter le monde et de les aider là-dedans. Mais en même temps, tu sais, je la trouve cute, moi. Comment qu'elle s'appelle, le style, là, j'ai oublié, Lucie Laurier. Fait que, tu sais, je suis comme contrarié, tu sais. Je peux lui donner raison. Je suis Provence, Lucie est cute, man. J'ai le goût de l'enlever un peu, là. Moi, c'est le contraire. Moi, je la trouvais super belle. Puis on dirait depuis... un petit peu moins. Il y a quelque chose. OK, j'ai moins le goût de jazz. C'est sûr que tu veux pas l'amener dans ton party de Noël. Mais ça, on parle de COVID. T'as-tu remarqué, mettons, d'un restaurant qui rush en crise en ce moment? C'est malade. Ouais, hein? C'est tellement un bon moment de pas avoir un restaurant. C'est ça, hein? Là, c'est capoté. Toutes les dernières années que j'ai pensé peut-être me relancer là-dedans ou whatever. Ça te décourage. Justement, on arrive, justement, je sais que ma copine est en train de l'écran, là, on la voit pas. Mais on arrive justement de manger à l'Avenue, qui était sur la rue Mont-Royal. Là, l'Avenue, c'est la place avec les line-up à pu finir, le spot de déjeuner. Et moi, j'y allais à l'Avenue avant que ça devienne super populaire. Avant que ce soit dans tous les guides touristiques, dans les aéroports, dans les avions. Je dis qu'on arrive à Montréal, on dirait qu'ils dirigent tout vers l'Avenue. C'est pour ça qu'il y a tant de clients. Mais depuis la pandémie, il n'y en a plus. Fait que tu peux en profiter puis pas faire le line-up. Puis effectivement, c'est drôle la mentalité des Québécois. Quand quelque chose devient vraiment populaire, on dirait que de façon naturelle, on déteste ça. Tu me dis, si tu regardes l'avenue, c'est des motivus qui vont manger là. Pis tout. C'est fucking bon, l'avenue, man. C'est le premier. Non, mais c'est vrai, c'est lui qui a inventé le resto un peu plus dispendieux, là, tu sais, qu'on était ailleurs que les 2 œufs bacon avec la tranche de tomate puis la laitue iceberg. Genre un resto déjeuner, tu vois? Oui, exactement. Avec des brochettes de fruits, des concepts dans les assiettes. C'est ça, pas c'est les premiers qui l'ont fait, mais c'est les meilleurs, pour vrai. Puis justement, tu sais, si t'es prêt à manger chez Cora, à l'Avenue, c'est exactement le même prix, mais ils mettent la qualité. C'est très, très bien fait. OK. C'est ma petite pub pour l'Avenue ce matin. Mais paye pas pour être ici. Puis, t'as-tu remarqué, mettons, qu'il y en a certains qui ont trouvé genre des initiatives pour pouvoir s'adapter? Il y en a-tu que ça t'a remarqué, ça? Ils n'ont pas eu le choix. Il y en a qui sont... Il y en a qui ont tout simplement fermé les portes. Tu sais, moi je suis un vrai de vrai Montréalais. Tu me demandais avant, là, j'ai eu de la misère à trouver le spot. Moi, j'ai habité dans tous les quartiers à l'est de la rue Saint-Laurent, un moment donné ou un autre dans ma vie. Puis c'est même pas une joke. Je les ai toutes faites pendant au moins 1 an de temps. OK? Puis, fait que je connais toutes les places crades dans chaque quartier pour manger. Puis justement, pendant la pandémie, La Mer, qui est la meilleure livraison 24 heures à l'est de Saint-Laurent, justement, puis qui va vraiment partout, puis qui fait la meilleure fucking pizza, le style grec. Beaucoup de pâtes, beaucoup de sauce, beaucoup de pepperoni, puis une montagne de fromage. Tu manges ça comme tu manges de la gomme. OK? C'est un genre de pizza de même. Ils ont fermé pendant la pandémie. J'étais tellement déçu, mais je suis comme fuck. T'sais, moi, je vais me faire une bonne pizza de qualité, puis là, je peux pas, tu sais, il fallait que je fasse affaire avec Domino's ou des affaires de même. Puis il y en a d'autres, tu sais, je pense à des restos que tu
serais pas attendu à ce qu'ils se veillent de bord. Tu sais, je pense à mes chums, là, Stéphano, qui a 4 restaurants, Martin Ginaud, qui a un restaurant, c'est des restos un peu plus haut de gamme. Ben, ils ont su, ils se sont adaptés, ils ont commandé des plats take-out compostables, ils ont fait des menus moins dispendieux aussi. Tu sais, ils ont fait des hamburgers, des affaires plus propices à la livraison. Ça, plus comfort food. Puis il y a pas de... J'ai un chef qui m'a déjà dit, aucune honte à faire des hot dogs puis des hamburgers. La seule honte, c'est d'en faire des mauvais. Puis eux, ben, justement, ils ont décidé de faire de la bonne bouffe take-out de qualité. Puis... Peux-tu vraiment rater un hot dog? Tu sais, j'ai été chez Valentine. Tu sais, non, mais moi, là, écoute, puis moi, je suis tout pour ça à encourager le fleuron québécois. Valentine, là, ils ont une spécialité, le hot dog. Ouais. Puis j'ai 2 fois, puis c'était dégueulasse. Fait que j'ai de la misère, là. Mais moi, dans ma tête, hot dog égale dégueulasse. Ah non, moi, je suis comme- un fan. C'est comme si t'as des hautes attentes d'un hot dog. Je C'est sais, mais pour moi, Chris, t'es vraiment optimiste. dans la vie. Le roteux, pour moi, île déserte, là, c'est dans mon top 10 repas que je vais avoir avec moi. Ok. Moi, je peux manger les hot dogs, je pense, à tous les jours pour pas me tanner. Mon colon, un moment donné, va pogner le cancer, il va me le dire. Mais pour le reste, c'est non, un bon hot dog, là, relish, moutarde, chou, là, c'est tough à battre. Ouais. On les va voir. Je voulais te féliciter pour ta nouvelle émission qui va arriver. C'est Arrive en campagne. Ouais, C'est toi le nouvel animateur. ouais. C'est très cool, ça, man. C'est pas pire. Mais, hein, c'est un... ouais. Puis là, tu vas remplacer ça, Stéphano Feta. ouais, je Ouais. remplace Stéphano Feithouse, comme on l'appelle. Feita. Ok, C'est, j'étais comme... c'est Feita, mais tout Ok. le monde l'appelle Ok. Feithouse. Même, je pense qu'il y a un T-shirt qui circule avec sa face puis un Feithouse à côté, ce qui est fucking drôle. Là. Mais il est habitué, je pense, de se faire appeler Feithouse. Mais oui, écoute, gros show à TVA les mercredis soirs à 8h30. J'espère que je dis le bonjour. Ils vont me le dire, anyway, un moment donné. Je vais avoir une puce dans l'oreille. Hein, c'est... C'est juste ce genre d'émission-là que... Non, ok. non. Mais non, c'est ça. Écoute, c'est arrivé pendant la pandémie, comme tout le monde. J'ai perdu plein de contrats. J'en ai eu des nouveaux, puis ça en est un. Ah ouais. Un matin, le producteur m'a appelé, il m'a dit rejoins-moi au parc, je veux te rencontrer. J'étais comme, OK, j'étais pas trop sûr dans quoi je m'embarquais. Puis. Ouais, c'est un peu drôle, ça. Ouais. Ça puis, fait tu sais, Gilbert Rozon style. Alors, rejoins-moi dans la ruelle. troisième banc à gauche. Ah ouais, porte de quoi de léger. C'était vraiment. C'était vraiment pendant le summum de la pandémie. Fait que, tu sais, dans le parc, on avait comme peur de s'asseoir proche, là. Tu sais, Ouais. on était assis à des bancs différents. Puis là, Ouais. ça te tente-tu de faire arrive en campagne? Puis là, j'ai- Ouais. oh, excuse-moi pour les gens à la maison. Mais oui, ça me tentait de le faire. Fait que j'ai Ouais. répondu oui! Ouais. Ah, c'est cool. Non, c'était assez malade. Puis- Puis, tu sais, comme je disais, j'étais un vrai gars de ville. Tu sais, pour ceux qui connaissent pas le concept du show, c'est moi, je suis l'animateur, je prends une famille de ville, puis je les amène sur une ferme X, puis on vit ce que les Ok, genre les le cliché agriculteurs, de... les Ben, pas le cliché, mais le agriculteurs. contraste de Exactement. la ville avec Puis je la les amène d'un campagne. Winnebago, la famille dort d'un Winnebago. On me demande souvent, est-ce que toi, tu dors dans le Winnebago avec la famille? Non, moi, je dors à l'hôtel. C'est... C'est leur problème. Ils savent dans quoi ils s'engagent, fuck that. Absolument. Mais non, écoute, c'est vraiment un cool show. Puis je l'ai déjà tourné une coupe. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est... Moi, je suis un vrai gars de ville. Puis ça me sort vraiment de ma zone de confort. Puis je l'ai dit au producteur, c'est pas encore arrivé pendant la saison, mais si tu veux faire la bonne TV, mets une poule dans mes mains. Ah ouais. C'est sûr. Naturellement, il va arriver quelque chose de drôle, c'est sûr. Tu vas te transformer en Rocky qui essaye d'attraper la man, calice de poule. Non, j'ai comme... Je suis game de tout essayer, mais j'ai peur en même temps. Tu sais, c'est... Justement, en fin de semaine, j'étais à une ferme de vaches laitières. C'est gros en tabarnak, une vache. Ouais. Puis j'avais jamais... Non, c'est quoi, c'est une constaté que c'était si gros que demi-tonne, ça? C'est quoi, 1500 livres, cette affaire-là? Ouais, quasiment une tonne. Ouais. Ouais, une bonne tonne, là. Tu sais, quand ça te liche le bras, puis c'est en chaleur, là, tu te tasses. Tabarnak. Sais-tu pourquoi je sais que c'est environ ce poids-là? Parce que j'ai checké combien qu'il fallait fumer de pot pour crever de ça, tu sais. Genre avoir trop de THC, puis faut que tu fumes 1500 livres, qui est environ le poids d'une vache. Wow! Ouais. Ça, c'est beaucoup de cannabis. Ouais. Moi, j'ai fumé beaucoup de cannabis dans ma vie. J'avais 1500 livres. Peut-être au total, là, mais pas d'un coup. mais je veux dire, qu'est-ce qui arrive quand tu es sur une ferme, puis
puis t'es quelqu'un qui a fumé beaucoup de potes dans ta vie auparavant, j'avais jamais vu de vache de proche, OK? Puis là, c'est comme moi, je les approche, tu sais, je vais flatter mes vaches, je deviennent mes amis, je suis émerveillé. Je suis aussi émerveillé que les enfants de 11 ans qui sont là avec moi, OK? Ouais. Puis là, la vache, elle me respire sur la main. Et la chaleur de son museau est incroyable. Ah ouais? Puis la seule affaire, je pense, c'est comme aïe, si je sortais de la douche en ce moment, mes cheveux t'attrapent, je pourrais m'asseoir devant une vache puis juste la laisser me respirer sans tête puis ça sécherait mes cheveux. Ouais. C'est le genre d'affaires que j'apprends, moi. C'est ça que j'apprends à arriver. On apprend avec Bob le chef. Tu sais, moi, j'ai dit ça tout bonnement, ça ferme. Mon commentaire est intelligent, puis on est comme le nouvel animateur, il est weird. Non, ouais, tout le monde fait comme ah, ben oui. Maintenant, passons avec. Comment ça que Louis-François Marcotte n'était pas disponible pour faire ce show-là? On est pogné de Bob le chef. All right. Mais ça va être la première émission solo que t'animes? Ouais, ben j'anime un show là à Zest qui s'appelle Barbecue en boîte. Puis mon co-animateur, c'est Steven Reichland, qui est le maître du grill. Okay. Ben, il est pogné en Floride. Fait que je co-anime un show avec un gars que j'ai jamais rencontré de ma vie. Ah ouais? J'ai jamais rencontré. C'est quoi, vous le faites par Zoom? Genre, ben lui, en fait, il a fallu qu'on change tout le concept du show. On avait un concept, j'étais supposé de co-animer une compétition culinaire avec lui de barbecue. Puis ben ça a tombé à l'eau parce qu'il est pogné à Miami. Fait que puis on peut plus non plus que toutes les affaires de proximité puis tout, on pouvait pas avoir plein de monde sur le plateau, genre. Exactement, fait qu'on a coupé ça, c'est moi avec un tripeux de barbecue. Steven nous envoie une boîte de Miami et dans la boîte de Miami, il y a là une liste d'ingrédients. Alors Bob le chef, tu devras cuisiner aujourd'hui selon la thématique du fromage. Puis là ben j'ouvre, puis là ben il y a du fromage, il faut juste du fromage dans toutes mes recettes sur le barbecue. Ou ça peut être la thématique du feu ou la thématique non propane. Fait que j'ai une thématique différente, un ingrédient différent, un défi différent à chaque show. Puis au départ, je suis comme bon. Ça t'a-tu déçu, ouais? Ben, au début, oui. Au début, parce que j'avais pas à cuisiner dans l'autre show. Puis j'étais un peu paresseux à Star cuisiner. C'est comme j'ai juste le goût d'animer, on dirait à Star. Ouais, ça fait un crise de bout, tu fais ça. Là. Puis, ouais, fait que là, il faut que je cuisine, mais au final, j'ai eu vraiment plus de fun parce que j'ai retrouvé le plaisir de cuisiner au travers de tout ça. Puis c'est vraiment mes invités, les passionnés du barbecue, je leur laisse la place. C'est à eux de justement de shiner. Fait que je leur laisse la place. Moi, je suis là pour seconder les idées. Il y a avec des techniques aussi. Si je veux qu'on s'éloigne un peu trop là, d'une technique culinaire, bon, mais je ramène le monde à l'ordre. Okay. Mais c'est fou parce que au lieu de mettre, il y a beaucoup des participants qui s'étaient inscrits pour faire la compétition, puis qui se sont finis tout seuls avec moi dans leur cours, qui était peut-être à leur grande déception parce qu'ils n'ont pas rencontré Steven Reichland, ils ont juste rencontré moi. Mais au final, ils étaient contents parce que quand tu fais une compétition, t'es super stressé. Tandis que là, tu chillais, t'étais tout seul avec moi dans le cours, on prenait une petite bière, je te faisais un cocktail. On avait toute la journée pour cuisiner 3 recettes. Puis moi, j'aime ça aussi. C'était plus smooth, ouais. Je n'ai animé des compétitions de cuisine à TV. J'aime ça. Mais ça marche quand il y a un fuck-up. Quand le compétiteur, il fuck quelque chose, il oublie de quoi, là, t'as un bon show. Puis j'aime ça, écouter ça. Des fois, j'ai plus de misère à participer parce que j'ai mal pour la personne qui a oublié de quoi. Je me sens mal pour elle. T'as-tu écouté l'autre, là, random, Gordon Ramsay? Ouais, c'est ça. Oui, absolument. Moi, j'ai travaillé pour un chef qui a travaillé pour Gordon Ramsay. Puis le monde me demande souvent, c'est-tu de même en cuisine? Puis je leur dis non, c'est pire, il n'y a pas de caméra. Mais c'est plus de même, par exemple. Parce qu'à cette heure, on va le dire, les milléniaux sont mous. Hein? C'est pas vrai. Mais, les temps ont changé, pour vrai, je veux dire. C'est pas une gang de momounes, non, mais avec raison, on accepte moins de se faire crier après au milieu du travail. C'est une autre époque. Je veux dire, moi, j'étais là il y a 25 ans déjà de ça, même de rien. Puis moi, je voulais me faire crier après. Moi, je voulais travailler en quelque part que c'était rigoureux parce que je me disais... T'allais apprendre. Que j'allais apprendre, exactement. Puis, tu sais, ça fait 5 ans que je suis plus cuisiner dans des cuisines. Puis jusqu'à ma retraite... je travaille encore là, jusqu'à ma retraite de cuisinier, ma première carrière. Je te dirais que le monde qui avait pas passé par ce genre de cuisine là, hiérarchique là, je trouvais qu'il l'avait moins. Mais en même temps, il manquait de quoi, genre?
Ouais, mais est pour poussé à ce fond, genre, mais c'est quelque chose. Moi, je donne des conférences dans beaucoup d'écoles de cuisine à des futurs cuisiniers. Puis je leur dis tout le temps de ne pas se décourager parce que moi, je voulais aller dans ce genre de cuisine-là. Puis moi-même, je savais dans quoi je m'embarquais, puis j'ai trouvé ça fucking tough. Là. Genre dans une affaire où tu te fais crier. Ah après, ouais, ouais. Chalon, on volait à la limite, là. Moi, j'ai déjà vu. Ouais. J'ai déjà vu notre radio cassette, CD. On pensait que le chef n'était pas là une journée, puis on avait mis la musique un peu forte, puis il était arrivé, puis il a démoli notre radio. Il a démoli la radio. Puis cette fois-là, on était comme, ça c'est poche, parce que c'est nous autres en cuisinier qui avaient coté pour le radio. Puis lui aussi, mais c'est là tu vois que c'est un bon chef. Vous allez me dire, c'est pas un bon chef, il a cassé votre radio que vous avez payé avec votre argent, effectivement. Mais Un peu impulsif. le lendemain, ils en ont acheté un nouveau, puis il était beau. Ouais. Il y avait les c'était vous autres, les plus jeunes, là, ceux que j'ai insultés avec mon commentaire de milléniaux ne catcheront pas. Mais c'était le 3D Super Bass Subwoofer. Okay. Ça coûtait comme 199$ chez Radio Sac. En fait, le radio, il était carré, puis c'était comme un gros speaker. OK? Puis t'avais comme une petite place pour mettre une cassette puis un CD sur le top. OK. Puis c'était ça, là, on était en business. Ouais. Puis il s'était excusé le lendemain, Ouais. fait que c'était correct. Mais t'apportes quand même un bon point que c'est vrai que ça pousse en crise le monde à se pousser lui-même. Là, oui, mais c'est pas pour tout le monde. Puis moi, j'ai formé beaucoup de cuisiniers parce que j'ai travaillé avec ces gens-là pendant 4 ans. Fait qu'à un moment donné, t'évolues. Tu sais, t'es pas tout le temps le garde-manger au bas de l'échelle qui écoute des épinards puis qui fait des salades. Tu sais. Puis à un moment donné, c'est moi qui formais les nouveaux. Puis je savais tout de suite si j'avais un kid. Le premier soir, je savais si t'étais pour être bon. Puis c'est pas une affaire de gars filles, de gars tough, de gars pas tough, de nombre de tatous que t'as ses bras. Je veux dire, il y a du monde qui ont le sang plus froid que d'autres. Puis que se faire crier après, ça... En fait, tu t'es pas crié après personnellement, c'est juste tout le monde crie. Parce qu'on est 12 cuisiniers, on est stressés. Dans le rush. On fait 250 clients, il faut que tout soit parfait. Il y a des clients qui viennent dans la cuisine nous féliciter, nous donner la main, prendre des drinks avec nous autres. Il faut que ça soit propre, en plus que ça soit bon. Il y a beaucoup d'affaires à gérer là, dans tout ça. Puis moi, je le comprends, le chef, c'est son menu. C'est lui qui a créé le menu. Il le voit d'une certaine façon. Puis moi, je catchais pas ça, mais à un moment donné, j'ai fait des menus. Puis le monde, puis même mes menus, c'était un restaurant italien, là, c'était des pâtes pour la pizza. Puis tabarnak, man, le monde t'es pas capable, j'en parle, je m'emporte. Tu sais, c'est comme le style de crevette, elle va de même, sa pizza. Je m'en crisse, tu vas les mettre dans le milieu, les crevettes. Ouais. C'est une crevette par pointe, c'est de même. Femme ta gueule, mets-le de même, ou va-t'en chez vous, pas compliqué. Tu sais, je m'emporte encore à ce jour, ça. Mais c'est ça, je peux comprendre que des chefs ont des tocs, mais je dis tout le temps aux cuisiniers, laissez-vous pas décourager. Pour chaque cuisinier, il y a un type de restaurant. Puis le restaurant du coin, tu sais, peut-être qu'aller travailler, je sais pas, au Mousseau, au Toqué, c'est pas pour toi. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'affaires à gérer, c'est beaucoup de longues heures aussi. T'as pas tes week-ends. Mais tu peux travailler. Moi, je connais des chefs que je travaille avec dans des très grands restaurants qui sont rendus des chefs à cafétéria de l'Université Concordia, puis ils font du 60 000 par année. Ils ont des belles horaires. Puis au lieu de cuisiner à ta job, mais à ta job, tu transformes plus des aliments, mais tu retrouves le plaisir de cuisiner chez vous. Puis ça, c'est l'affaire depuis que je travaille plus dans les restaurants que j'ai le plus retrouvé. Je te dirais que depuis 5 ans, les recettes sur mon site web fonctionnent. Ah ouais. Avant ça, si vous voyez une recette sur mon site web qui date d'avant 2015, faites-la pas, elle marchera pas. Okay, non, mais tu sais, il fallait que je mette des affaires sur le site web, mais j'écrivais ça sur le coin, tu sais, je finissais un chiffre. T'es en train de dire tu recommandes pas tes 3 livres que t'as sortis. Ils sont plus disponibles nulle part. Si vous avez à la maison, tu sais, c'est des beaux objets. C'est... non, dans chaque livre, je sais qu'il y a une recette dans chaque livre qui fonctionne pas. Dans le premier livre, c'est la soupe minestrone qui fonctionne pas. Puis c'est drôle. Le premier livre, je veux dire, on savait pas dans quoi on s'embarquait. On était des kids. J'avais 27 ans. J'étais cuisinier. Je faisais le party. J'étais vraiment pas dans une place. En tout cas, moi, j'y crois pas encore ce jour qu'on m'a dit tiens, voilà de l'argent, fais-nous un livre. Puis t'as genre 1 mois et demi pour le faire, le livre. Ah, c'est même ça s'est passé pour Pas mal, ouais. En fait, je travaillais avec la presse.
Puis les éditions La Presse. Puis il y avait La Presse Télé pendant un bout qui faisait beaucoup de shows jeunesse pour Vrac Télé. Puis ils ont décidé, et on dit, hey, le nouveau gars sur le web, ce serait malade de faire un show de cuisine à Vrac pour jeunes. Puis ils ont pris, puis ça c'est une autre affaire que je dis aux gens qui ont des chaînes YouTube puis tout. Avoir une chaîne YouTube à la maison puis se filmer avec une caméra sur un trépied, c'est complètement différent de quand il y a 12 personnes que tu connais pas, une maquilleuse, un preneur de son, puis le réalisateur qui shoot le pilote. Ouais. Parce qu'au moins, à l'époque, on shootait encore des pilotes, ce qui se fait même plus. À cette heure, le pilote, c'est le premier show qui va être en ondes, tu sais. Ouais, Fait qu'on a souvent, décidé ouais. de shooter un pilote, voir si j'étais télévisuel. La réponse à l'époque, c'était non. Ah ouais? Alors, c'était le pire pilote ever. Je l'ai jamais réécouté. Je savais que j'étais mauvais. Ah, parce que t'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise, j'étais T'étais pas à pas l'aise. comme chez vous, dans tes On était pantoufles. chez nous, c'était juste ça. C'est Ouais. pas passé de même partout. La première scène, on l'a tourné au complet pendant 20 minutes. On m'a laissé aller un genre de live to tape. Puis quand ça a fini, le réalisateur il dit OK, on va le refaire cette fois-ci, t'essaies d'être drôle. Ah ouais. Ça m'a tué ma confiance. Ben, Ah fait que ouais. ça a été. Fait que la presse, ils ont investi quand même beaucoup pour faire un pilote TV qui a vraiment abouti à rien. Oh, fait qu'ils ont dit, non. Calisse, il est vraiment moins bon qu'on pensait, ce gars-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un livre? Il parlera pas dans le Ouais, livre. c'est Ça va ça. être parfait, esti. Il est quand même photogénique. Fait qu'on a décidé de faire un livre. Puis, fait qu'ils nous ont dit, vous faire un livre. On a dit, ouais, comment qu'on fait ça, un livre? Il a dit, ben, connaissez-vous un photographe? Puis j'ai dit, ben, oui, mon ancien coloc, c'est un photographe. Fait que je l'ai appelé, il était disponible. Fait que mon agent aussi, qui est mon meilleur chum, on est tous des amis d'enfance dans C'est ce ça. projet-là. Fait que Alexis, qui est rendu mon agent et associé, là, qui s'occupe de vraiment tout dans la compagnie, à l'époque, il s'est improvisé directeur artistique de tout ça. Et mon autre chum, Dan Mathieu, lui, il a fait les photos. Puis moi, j'ai écrit les recettes. Mathilde, qui est la femme à Alexis, elle a testé les recettes pour s'assurer que la part des recettes marche. À la dernière minute, il manquait des recettes. J'ai mis des recettes là-dedans. Je sais même pas où je les ai pognées. Je les ai même pas testées. Puis il y a une très, très drôle idée, très drôle affaire qui est arrivée derrière tout ça. La soupe minestrone dans le livre ne Ouais. fonctionne pas. Elle est trop épaisse. Tout le monde me dit, il manque une canne d'eau là-dedans, c'est sûr. Ce qui est quand même malade, la soupe minestrone. Je dis, moi, je me pas ça de la soupe minestrone. J'en fais chez nous, je fais ça à l'œil. Je sais pas qu'est-ce qu'il va là-dedans. Ouais. Une carotte, céleri, oignon. Puis à partir de là, le reste, c'est du freestyle. Yeah. Si j'ai pas de jus de tomate, je mets du V8. T'sais, je m'adapte selon les moyens. Là, ok? Mais ça marchait pas. Mais il y avait une esti de recette de mousse au chocolat que j'avais mis là-dedans. Puis je pense que j'avais pris comme la recette de l'ITHQ, là, qui est une technique vraiment compliquée, que tu montes les blancs, tu montes les jaunes, tu mets de la gélatine dans tout ça. OK. Une esti de recette pas faisable. Je l'ai pas essayé, j'avais même pas les ingrédients pour la faire chez nous. Fait qu'on a comme pris, on a mis du pudding dans un verre martini qui ressemble à une mousse au chocolat, on l'a pris en photo, puis on a mis ça dans le livre, puis on a mis la recette. Puis je me suis tout le temps dit dans ma tête, cette recette-là, elle fonctionne pas. Ouais. Puis il y a, pendant la pandémie, quelqu'un m'a écrit, m'a dit, man, je suis en train de faire le tour de ton premier livre de cuisine, la mousse au chocolat, elle est tellement bonne. C'est Ah ma ouais? nouvelle recette préférée. C'est comme... C'est Eh, bien malade. ah ouais. La recette que toutes ces années, j'osais pas essayer. Puis j'ai essayé, finalement, puis c'est vrai, elle est fucking bonne. Non, C'est mon ouais? premier livre, la mousse au chocolat, meilleure recette dans le livre. Je l'ai essayé 10 ans après que le livre soit Ouais, c'est ça. Mais y a-tu une affaire genre de droit d'auteur, de recettes ou des shit de même? Ah, ou faut pas que tu me parles. Moi, embarque-moi là-dessus. Là, ça. Non. Si tu veux prendre toutes les recettes de mes livres de cuisine puis les mettre dans le tien, ben prends pas la soupe minestrone parce que là, je vais le savoir. Pour vrai, ben, je veux dire, ça me dérange pas. C'est encore D'ailleurs, il y a des- déjà eu une espèce d'engalade comme ça là, de pudding chômeur à Radio-Canada, Ouais. de qui avait volé le pudding chômeur à qui. C'est le style pudding chômeur. OK? Il y a personne qui a inventé le pudding chômeur. C'est une grand-mère en quelque part à Sainte-Perpétue qui a inventé le pudding chômeur. Puis elle doit juste être flattée que tout le monde fasse sa recette. Ouais. Tu sais, y a Mais pas c'est de- parce que, genre, quasiment chaque artiste, genre, domaine, ils ont leur propre règle de droit d'auteur. là, Écoute, tu sais. moi, j'ai déjà dit à Ricardo, sur mon site web, mon shortcake aux fraises, c'est sa recette. Pourquoi? Parce que ma recette de shortcake aux fraises, quand moi je fais un shortcake, c'est celle à Ricardo. Tu te trompes pas. D'ailleurs, les gâteaux à Ricardo, pour faire les gâteaux, son site, c'est le meilleur site. Ouais. Ça a été testé par 45 personnes, puis à peu près la moitié du Québec a refait la recette après. Fait que tu sais, ça fonctionne. C'est la référence, ouais. À cette heure, je fais juste prendre mes recettes sur son site web, j'ai mis sur le mien.
Mais il t'en a-tu déjà parlé ou de quoi? Non, de non, même? moi, j'ai dit ouvertement Ouais. que j'avais pris sa recette. Là, Puis il a rien il a fait. trouvé ça. Je pense que Ricardo il est capable d'en rire. Ouais. Ouais. C'est un cool gars, Ricardo, pour vrai. J'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. Très, très sympathique. Y a-tu un genre de... Mettons, tu sais, comme c'est-tu difficile de rentrer, mettons, dans le milieu des chefs à la télé pour percer là-dedans? Tu sais, parce que, mettons, ceux qui font les doubleurs de voix, là, Ouais. tu sais, c'est comme très fermé, là, tu sais. Oui, hein? Fait que, tu sais, je me demandais, est-ce qu'il y a... Tu sais, est-ce que c'est semblable à ça ou c'est très ouvert puis tout le monde Dans s'aime? les puis- cuisiniers, on vient d'un milieu où il y a une compétition, un peu comme en humour, mais qui est saine. Tu sais, Ok. moi, j'ai flirté avec l'humour. J'ai fait un gala. 6 mois de stand-up, là, mettons, dans des bars, des affaires de même. Mais pas... je voulais pas devenir stand-up. C'était quelque chose que j'ai tout le temps rêvé de faire. Je suis un fan fini de l'art du stand-up. Ah ouais? Justement, je regardais ton mur en Ben, arrière. c'est ça, tu Je connaissais dis, Bill Burr. Dave Chappelle, Bill Ouais. Burr. Même moi, je remonte à avant. Là, moi, je tripais Rodney Dangerfield, Steve Martin, la vieille Richard Pryor que j'ai vu que t'as son Ouais. mur aussi. Tu sais, ça, c'était Eddie Murphy. Ça, pour moi, c'est des dieux. C'est quelque chose... J'écoute encore des DVD de stand-up. Tout ce qui sort sur Netflix, j'écoute ça. Même le stand-up québécois, c'est quelque chose qui me consommes, fascine. ouais. Qu'il y en a tellement pour le nombre de gens qu'on est au Québec. Ouais. Mais que, comme en cuisine, je trouve que chaque stand-up a son propre style, puis trouve une façon de se tailler une place dans tout ça. Puis j'ai trouvé qu'il y avait... puis tu sais, au début, quand j'ai commencé à faire du stand-up dans les bars, j'étais très gêné. Puis je me disais... J'avais peur que ceux qui essaient de percer dans le domaine se disent check ce style-là, qui est cuisinier à TV puis qui prend son star power pour nous tasser. Puis vraiment pas. Tout le monde m'encourageait, Ouais. puis tout le monde tripait. Puis Comme le monde... dans South Park. Ils ont volé notre travail! Carrément, oui. Puis They take her job! c'était aucunement mon intention de faire ça, Ouais. tu sais. Mais je voulais le faire, puis j'ai tout le temps rêvé de faire ça. Puis l'opportunité se présentait à moi, puis j'étais mis avec Thomas Levac. Puis Thomas, ben, on sait comment skier, hein? C'est comme, Ouais. go! Fais-les! Ah ouais. Fait qu'il me poussait dans le Avec cul. les bras. Ah, puis il me bouquait des soirées sans que j'y demande. Qu'est-ce que tu fais à soir? Rien. Tu fais du stand-up, t'ouvres pour moi! Fait que je suis OK, tu sais, puis c'était vraiment de même. Ah ouais. Fait que, ouais. Des fois, je pense qu'il y avait juste besoin du lift pour aller à Sherbrooke. là, mais c'est ça, tu sais. J'ai fait ça, puis j'ai trouvé qu'en cuisine, il y a cette espèce de fraternité-là. Puis moi-même, il y aurait rien que j'aimerais plus de pouvoir comme prendre quelqu'un que je trouve talentueux. Puis c'est arrivé, tu sais, de prendre un peu du sur monde, ton moi, aile, je trouve, ouais, que, tu sais, leur présenter le bon monde. Puis bon, là, un moment donné, je sais que t'es trouble, chumé. là. Ouais. C'est- C'est ça, je t'ai ouvert la porte, là, faut que tu rentres. Là. Vole pas le robot culinaire dans le studio, hein? Mais c'est ça, je trouve qu'il y a un parallèle, là. Il y a une belle compétition, mais c'est très simple, tout le monde s'entend bien. Là. Je veux dire, moi, j'ai une grande gueule, fait que je parle à tout le monde. Ouais. Fait que même si tu m'aimes pas, je vais te jaser jusqu'à temps que je te tape ses nerfs, puis je vais faire semblant que je l'aime, il va s'en aller un moment donné. OK. Puis où ça a été, cette petite carrière de stand-up-là? que Absolument nulle part, je me suis tanné un soir. Puis ça allait. En fait, là, tu sais quoi? Je m'étais écrit un sketch. Parce que moi, c'est le même que je t'ai découvert. OK. Moi, c'est la première fois que je t'ai vu, c'était au Grand Rire avec François Mascotte. Oh shit! Le gars, les recettes de gars divorcés. là. Ça, c'est malade. Ça, c'est bien avant que je me dise je vais faire du stand-up. Ah ça, ouais? c'est arrivé par accident. François Mascotte, il écrivait un numéro, puis à un moment donné, je l'aidais un peu avec la conception, puis il m'a dit, man, ça devrait être dans le numéro avec moi. Puis je suis comme, non. Puis il m'a dit, oh, ouais. Puis là, j'ai commencé à y penser, puis je suis comme, ah, c'est quand est-ce que moi, je vais monter sur une scène devant 2000 personnes au Grand Théâtre de Québec, puis je vais faire ça. Fuck that, je le fais. Ah Puis, ouais. tu sais, j'ai appris mon texte, puis j'ai vraiment trippé. Tu t'es donné, là. J'ai vraiment aimé l'expérience. Puis ben ça, c'était comme... Ça, c'est il y a 10 ans, là, tout ça. Puis moi, ce que je te parle, c'est l'an passé. Là. Je faisais... tu sais, j'ai fait les Ok. soirées à Pascal Cameron, à Verdun, la soirée à Thomas, justement, à Rosemont. Ouais. J'ai fait ça une couple de fois. Ok. Puis vraiment, mais je l'advertisais pas. Tu sais, je disais, loin de moi, me penser humoriste. C'était Ouais. quelque chose... J'avais un petit sketch. J'étais rendu à, je pense, 15 ou 16 minutes là, de numéro de montée. Puis, en fait, ça allait tout le temps vraiment, vraiment bien. Je trouvais. Puis un soir,
Ça a moins bien été. Puis je me suis dit, ouais, c'est tough. Quand ça va pas bien, hein, c'est moins le fun. Puis là, je me suis comme remis en question en même temps parce que, tu sais, j'ai quand même bâti de quoi avec l'anarchie culinaire qui décolle, là, en ce moment. Tu sais, c'est mon année, les affaires vont bien, j'ai des beaux projets. Ben oui. Fait que, tu sais, je veux-tu mettre ça de côté pour recommencer comme une autre carrière? Puis, on va se dire... Avoir 2 carrières au Québec, tu peux pas. Le monde va être confus. Ils sont pas capables, ils vont saigner du nez, ils sont pas capables. Il est-tu humoriste ou il est-tu cuisinier? Ça me gosse! Ah ouais. Oui, il est animateur, on ne sait plus. C'est ça, exactement. Fait que ça va dire qu'ils vont dire que je suis conspirationniste. Fait que je vais pas embarquer là-dedans. Mais non, mais c'était le fun comme expérience. Puis je l'ai vraiment fait. Je dis pas que je leur ferai plus jamais, mais aussi mon numéro, c'était tout sur mon kid qui commence à se crosser. Puis là, même mon kid, je pense qu'il commence à se crosser pour vrai. Fait que je veux pas comme qu'il se fasse chier à l'école avec son père qui me parle, qui se crosse pis tout ça. Excuse-moi, Elvis. Ça me fait rire. Ça me fait rire, tête. Mais, OK. Mais, ouais, je sais même plus si je voulais m'en aller avec tout ça. Mais, OK. Puis, ouais, mais comment tout a commencé, mettons? Comment tu t'as commencé à juste passer de cuisinier à hey, je vais aller sur le web ou... Une série d'accidents. C'est vraiment là... je me tenais avec du monde qui faisait des vidéos de skateboard. Moi, j'ai fait de la planche à roulettes toute ouais, c'est ça qu'on se parlait tout à l'heure. Ouais, je checkais les skates chez vous. C'est ça, tu faisais bien de la skate avant? Ouais, puis des vidéos de skateboard. Tu t'en allais-tu comme pro ou... J'ai travaillé là-dessus pendant un bout. Jusqu'à temps que j'ai 18 ans. Puis à 18 ans, tu vois, j'étais allé à Slam City, qui était la plus grosse compétition au Canada à l'époque, à Vancouver. Puis je suis parti là-bas avec comme 15 de mes chums. Là. On a loué une maison. On a fait comme une fugue à 15. Ah ouais? Ouais, vraiment. Puis je sais pas si je peux compter ça, mais je vais le compter pareil. Vous serez offusqué au pays. C'est lui qui volait les commentaires. Mais à l'époque, là, on parle en 1995, qui est quand même une époque lointaine. Là, ça fait 25 ans de ça. J'ai 18 ans et... la Colombie-Britannique, c'est la Mecque du tourisme québécois. Jeune, parce que tu peux y aller, débarquer de l'avion, aller directement au bureau de l'aide sociale et ils vont te donner un chèque de 1200 $. Ah ouais? Ouais. Puis j'y croyais pas jusqu'à temps que je descende de l'avion, que j'aie porté mes valises dans ma nouvelle appartement, parce qu'on était 16 gars dans un appartement dégueulasse en passant. Toi, tu déménageais là. Oui, okay. Oui, je vivais la vie. Là. Okay. Puis on a tous eu notre chèque de BS. Ah ouais, puis en 1995... je suis pauvre, donnez-moi mon chèque de BS. C'était malade. Puis en 1995, Vancouver, c'est une ville très ouverte. Hein? Montréal, c'est une ville ouverte. Attache ta tuque, Vancouver, c'est ouvert pour vrai. Le weed, ils ont tellement un problème d'héroïne là-bas qu'en 1995, le weed était déjà largement toléré. Fait que on avait nos chèques de BS, on s'est acheté des bongs, on s'est fait tenir du weed, on vivait notre meilleure vie de jeune. On était dans une ville lointaine, c'était formidable. Puis, tu écoutais ton Milli Vanilli. Oui, j'écoutais Milli Vanilli en cachette, exactement. Faut juste que j'aille à la toilette. Et histoire digne du Vendredi Saint, OK? On est allé au skatepark. Un esti de beau skatepark en béton. Et là, t'as l'adrénaline pis tout. Puis je suis parti, les 2 jambes dans les airs. Puis j'étais tellement haut que je m'en souviens encore, j'ai eu le temps de penser. J'ai dit, mets ton bras, ça va te casser le dos. Tu sais, à hauteur que tu vas fesser le sol, là, j'étais à peu près 12 pieds. Parce que tu l'as manqué, ben. Ah ouais, fait que j'ai tombé vraiment les pieds là, sans vraiment le montrer là, sur écran parce que je suis plus flexible comme ça. Ben, j'avais les jambes dans les airs puis j'ai vraiment atterri sur mon bras. Puis fracture ouverte, finalement. Là, il a fallu... je me fais opérer. Puis j'étais à Vancouver. Puis c'est ici que l'histoire, vous pensez que l'histoire est déjà terrible. C'est ici que l'histoire prend une tournure pour le pays. Fait qu'on m'amène à l'hôpital, OK? Puis j'ai le bras comme là, mais mon pouce, il est ici. Genre, ça va pas bien, là. Puis ça saigne. Ça va vraiment pas bien. Puis là, à l'hôpital, ils me disent, il faut qu'on t'opère. Puis là, t'es tough. Jusqu'à temps que t'as 18 ans, puis t'arrives à l'hôpital à Vancouver, puis on dit qu'il faut qu'on t'opère, t'es moins tough. Puis là, moi, j'ai dit, vous m'opérez pas. Puis il m'a dit, pourquoi? Puis j'ai dit, parce que je suis loin de ma mère. Ah ouais. Puis là, je voulais ma mère pour vrai. Ah ouais. Fait qu'il a dit, OK, check back.
On dit, ce qu'on va faire, on va te geler le bras au complet, OK? On va te le remettre drette à frette, OK? Fait que pis le son que ça fait, c'est malade, là, Ah, OK? Ouais, même si t'es gelé, ça fait mal, OK? Tu te souviens-tu du son encore? C'était malade. J'en parle, puis je pense que je deviens blanc, le blanc. Ils m'ont replacé le bras, ils m'ont fait des points de suture. Puis ils m'ont dit, OK, t'as à peu près 10 jours pour te rendre à Montréal parce qu'après, ton os va vraiment fusionner, puis ton bras est plus bon. Fait que j'ai OK, cool, tu sais. Fait qu'ils m'ont mis un plâtre jusque-là, puis ils m'ont renvoyé sans jamais faire de suivi. Tu penses que je suis parti à Montréal dans 10 jours? Je me dis, man, je suis droitier, c'est mon bras gauche, je m'en calisse, moi, de ça. Je me servirai jamais de mon bras gauche. Fait que j'ai resté à Vancouver pendant 11 semaines, quasiment 3 mois. Tu t'es jamais fait checker ton bras? Man, il puait tellement mon bras là, quand je suis parti de Vancouver. Vancouver m'a poliment dit, va-t'en, tu pues, OK? Puis je suis parti avec un bras dans le plâtre jusqu'à l'épaule que je pouvais faire ça avec, rendu là, OK? Il était tellement mou, mon plâtre. Puis je me suis dit, pourquoi faire ça simple? J'avais des amis qui étaient partis du Mexique, en plus, qui étaient montés la côte ouest au complet, venaient nous rejoindre, faire cette fameuse compétition-là. Ils m'avaient amené un sombrero du Mexique. Fait que je suis parti de Vancouver, le bras dans le plâtre pourri, avec un sombrero puis un bong de 3 pieds, parce qu'il faut se rappeler que je me suis acheté un bong le jour de mon premier chèque de BS. C'est pas vrai que je laissais mon bong, il était tellement gros, en plus, c'était 4 pieds. Puis Cypress Hill j'appelais style. le canon du Pacifique. J'avais ça qui dépassait dans mon sac à dos, OK? J'avais l'air de ce que j'avais l'air, un attardé. Okay? Avec le bras pété. Je suis revenu à Montréal. Cette histoire achève, inquiétez-vous pas. Je reviens de Montréal et je m'en vais à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils coupent le plâtre, tu sais. Puis quand ils coupent mon plâtre, j'ai comme un deuxième pouce ici. La peau, elle faisait ça de même. J'avais une bosse qui sortait de place, que le évidence. Il est pas supposé avoir une bosse. Alors, puis mon bras, t'as de même. Puis mon bras, il a automatiquement fait ça de même. Puis j'étais plus capable de le ramener comme ça, là. Ils ont enlevé le plâtre, mon bras a fait ça de même. Puis là, j'avais une bosse, puis j'étais plus capable de... Il avait raison, les médecins, avant de faire. Mon bras était inutile. C'est vraiment ça qu'il avait. Fait que le gars qui a enlevé le plâtre, il a dit, si je tatouais, j'irais au rayon X. Parce qu'habituellement, les bras sont de même avant qu'on les mette dans le plâtre. Ouais. Fait que je suis allé au rayon X, puis quand le médecin des rayons X il a vu mon bras, il m'a dit, ben j'imagine qu'à Vancouver, ils t'ont demandé, tu sais, ils t'ont dit qu'il fallait que tu te fasses opérer. Puis j'ai joué la carte de l'ignorance. Ils m'ont jamais dit ça! Quoi? Il fallait que je me fasse opérer! Hein? T'es qui, toi? Quoi? Fait que le médecin m'a dit, écoute, man, il dit, prends-moi pour un tata. La seule affaire que je peux te dire, c'est qui me fait un peu plaisir, c'est que ton opération, tu vas t'en rappeler toute ta vie parce que tu souffriras jamais autant que ça. Et effectivement, il a fallu, puis c'est une grosse opération, ça a duré 3 heures, là, anesthésie totale. 3 heures, mettre en question, c'est un cœur ouvert. Hein? Fait que, cœur ouvert, ouais, bras fusionnés, même chose. Je pense qu'un cœur ouvert, ça fait moins mal. Mes doigts, ils ont enflé comme des saucisses hot dog. Puis je pouvais, tu sais, si je faisais ça, il n'y avait pas de séparation entre mes doigts. Puis là, j'étais content, hein, puis j'avais retourné vivre chez ma mère, puis ma mère s'est full occupée de moi. Ben elle a fait de la soupe et de la lasagne. T'as fait de la bonne soupe minestrone. Par exemple, les gens à la maison, si on vous dit qu'il faut que vous fassiez opérer, le médecin en sait plus que nous autres. Ouais. Puis c'est pour ça, ma leçon dans tout ça, c'est mettre un masque. Le médecin en sait plus que vous autres. Je vous jure! D'accord. Puis t'as-tu continué à faire de la board après? Ça l'a slacké beaucoup. Le but de devenir professionnel a arrêté d'un coup sec. Je me suis dit, ça a vraiment fait mal. Puis j'avais des amis qui étaient vraiment, vraiment bons en skate. Et j'y suivais là, un peu d'en arrière, mais pas tant que ça. Si on allait à mon spot, puis eux, ils étaient pas en forme, puis moi, j'étais en forme, ça pouvait être moi le killer ce journée-là. Okay? Mais après ça, je killais plus rien. Puis j'avais déjà une base en cuisine. Tu sais, j'avais commencé à travailler dans des cuisines à 14 ans. Puis mon père même avait un restaurant. Fait que mes parents étaient divorcés. Fait que moi, toute ma jeunesse, j'ai passé mes week-ends dans un casse-croûte. Là. Fait que c'est là que je me suis dit, on va peut-être en profiter. Puis m'inscrire à l'école culinaire, là, puis me trouver. Fait que c'est de même que la passion de la cuisine est arrivée chez toi. En fait, c'est très drôle que tu dises ça parce que quand tu arrives à l'ETHQ, là, ils disent tout le temps c'est un peu pédant, l'Institut de tourisme d'hôtellerie du Québec. Puis justement, l'aide pédagogique individuelle, il disait la passion de la cuisine. Puis je suis comme, la passion. Donne-moi un diplôme que j'ai un chèque qui a du bon sens. Là,
Moi, je voulais travailler justement dans une cafétéria d'hôpital. Tu sais, qui avait un fonds de pension, puis ça payait bien. Puis c'était vraiment ça au début. Puis je me suis ramassé par accident à l'ETHQ à faire un stage dans un restaurant à l'époque qui s'appelait le Globe. Puis le Globe, faut que tu le dises en anglais. Je pense que tu peux tout mettre 10$ plus cher si tu le dis en anglais. Le Globe, pas le Globe. Mais j'avais été travailler au Globe, puis en fait, les chefs du Globe, c'est les gars du Joe Beef. Fait que c'est Fred Morin puis Dave McMillan. Et c'est... je me souviens, Dave m'avait dit, ici, tu vas plus apprendre en 6 mois qu'en 2 ans d'école. Puis je pense qu'il a raison, parce qu'il y a encore des affaires. J'ai pas travaillé là longtemps, parce que c'était too much pour moi. Puis c'est là que je dis, il y a un restaurant pour chaque cuisinier. Moi, je savais pas qu'il y avait ce type de restaurant haut de gamme-là, où que, tu sais, ça y allait par là ça pendant le service. Ouais, puis... mais c'était trop pour moi. Je veux dire, je connaissais pas la moitié de je transformais de la nourriture que je savais pas c'était quoi. Tu sais, s'il m'envoyait un frigo, il me disait, va me chercher quelque chose dans le frigo, j'y allais par pouvoir d'élimination. OK, ça, c'est une carotte, fait que je sais que c'est pas ça. Ouais. Ça, c'est une aubergine, je sais que c'est pas ça. Ça, je sais pas c'est quoi, moi, il amenait ça dans la cuisine, puis je vais espérer que c'est le bon légume. Non, Des fois, ça marchait, puis quand ça marchait pas, j'avais l'air d'un esti de tata. Fait que, mais c'est correct, tu sais, ça fait une bonne histoire. Puis ça m'a donné une bonne idée de c'était quoi la restauration. Puis je suis retourné à l'école, puis là, j'ai travaillé fort pour vrai. Puis quand j'ai fini les THQ, là, je savais, par exemple, je voulais retourner dans ce type. Je voulais une revanche. Je suis retourné dans ce genre de resto-là. Puis je travaillais dans celui juste en face. Ça s'appelait le Méditerranéo à l'époque. Puis j'avais un très bon chef qui... on a encore des chums à ce jour. Michel Ross et Zach, qui écouteront sûrement pas ce podcast. Je vous salue pareil si jamais vous l'écoutez. Mais il y a un roman qui était inspiré de ton expérience. C'est Le Plongeur. Ouais, ça c'est malade, ça. C'est Stéphane Larue. Stéphane Larue qui est... T'as-tu vu le premier Back to the Future? Non. Ben oui, je l'ai vu récemment. Il y a une belle histoire là-dedans. Quand le maire de la ville, dans le futur, il est noir, mais dans le passé, il est qu'un concierge de restaurant. Il passe le balai. Puis un jour, il dit, moi, je vais être maire de la ville ici. Puis le propriétaire, il dit, tu seras jamais maire de la ville, en voulant dire... Tu sais, ça veut dire ce que ça veut dire. Un noir, il sera jamais maire. Ça. T'es black, tu vas rester... Exactement. Concierge toute ta vie. Et bon, mais Stéphane Larue, il était notre plongeur. Puis il disait, moi, un jour, m'a écrit un livre sur toutes vos estis d'affaires ici. T'es le plongeur, femme ta gueule, lave les cheveux. OK, gars? Patience. Tu vas pas le roi de la littérature que tu dis. Nos histoires, elles sont pas intéressantes. Puis finalement, ils doivent être intéressantes. Il a gagné. Chris, il a gagné le prix du libraire, je pense, en 2018, si je me trompe pas. Peut-être même 2017. Là. Puis là, il y a un film qui sort. C'est le fils à Félix Leclerc, si je me trompe pas. Là, en tout cas, j'ai entendu une rumeur que c'est lui qui va réaliser le film. Fait que le livre est traduit aux États-Unis. Il a gagné la bourse Amazon. C'est Qui rira le dernier. Puis je suis vraiment content parce que on me demande souvent si c'est vrai ce qui est écrit dans ce livre-là. Puis oui, c'est vrai. Puis tout le monde me dit, hey, c'est malade. Tu sais, comme. Avez-vous exagéré des histoires? Puis c'est comme, il n'y a rien d'exagéré. S'il y a de quoi, on a diminué la vérité parce que la vérité. Ça pouvait pas se là, faire. On ne créerait pas. Il serait quand vous êtes malade. T'en as-tu une en tête, genre, que. Ben dans le livre, il y a une couple d'histoires, là. Que tu fais, ça, c'est la vérité, puis. Ouais, ben, qu'est-ce qu'il y avait dans le livre, là? Ça fait quand même un bout, je l'ai lu. C'est moi, j'ai lu le manuscrit, parce que moi, mon personnage, il y a un nom dedans, il s'appelle Bob, pour vrai. Fait que ça, j'étais cool avec toute cette affaire-là. Ce que j'étais à 100%, là. En fait, on est 3 dans le livre qui sont vrais. Stéphane, l'auteur. Puis c'est très drôle. Pardon, mon déjeuner de l'avenue, je suis en train de le roter. Stéphane, l'auteur, qui raconte dans le livre son addiction aux vidéos poker. Puis c'est fou parce que le restaurant La Trattoria dans le livre, qui est le Misto dans la vraie vie, là, le monde, ils sont venus qu'à le savoir. Moi, j'ai le temps dit qu'on était le restaurant qui donnait la mauvaise réputation au restaurant. Nous autres, on était des tannants. Nous autres, si la gang du Misto, un samedi soir, on débarquait dans ton bar, le monde du bar faisait calice. On n'est pas sorti d'ici. Ça virait. On n'est pas sorti d'ici à 6 h du matin. Puis c'était ça. On ne quittait pas les lieux. On restait. On fermait les rideaux quand le bar fermait. Puis ton bar devenait le nôtre. C'était... Puis on avait... écoute...
Je veux dire, on avait au sein de l'équipe, on avait tout ce qu'on avait besoin à l'époque. Là. On avait un genre de vendeur de stupéfiants, appelons-le de même, qui travaillait au restaurant. Puis le restaurant, en fait, on n'a jamais su si c'était comme d'argent d'extrait ou un front. Mais ça fonctionnait super bien. Puis quand on sortait avec lui, c'était le fun. Ça, c'était vraiment... Tu sais, il y a bien du monde qui disent... Faut que je fasse attention quand je dis ça. Je veux pas dire aux gens de prendre de la drogue. Okay? Jamais. Puis il y a bien des fois que je me suis mis dans des situations où je dis, boy, tu sais, comme j'aurais pas dû faire ça. Mais quand je regarde tout ça avec du recul, Chris, qu'on a eu du fun, puis personne n'est mort. Fait que ça, c'est cool. Mais c'est juste que c'est dangereux. Il y a comme ce côté-là qui est super cool. Tu vas avoir des aventures. Oui. Qui est très fun. Mais ça marche pas même pour tout le monde. Mais par exemple, il s'agit que ça soit une fois où t'aimes pas ça, puis ça peut te fucker toute ta vie. C'est ça. Moi, j'ai fait des gros bad trips à speed là, que genre pendant 4 heures de temps d'un rave, là, être comme... tu sais, puis à me dire ça va finir à m'emmener, ça va finir qu'aujourd'hui, je pense que ça a peut-être accentué mes crises d'anxiété. Là, moi, j'ai jamais fait de speed. J'ai jamais fait de speed, j'ai jamais fait d'ecstasy. C'était pas de ma génération. Ouais. Quel âge t'as pour le fun? Moi, j'ai 29. C'est ça, j'ai 44. C'est fou comme à 15 ans, c'est tout un monde différent. Moi, c'était l'LSD quand j'étais au secondaire. Ah ouais? Secondaire? Ouais, au secondaire. Puis, no joke, là, ils appelaient ça de la peanut. Puis de la peanut, là, c'était plus petit là, que c'était gros comme le point sur ton clavier. C'était gros de même. Puis le point, là, quand tu pèses point. Ouais. Fait que tu pouvais le perdre dans les divans facilement, ta peanut. Ouais. Puis, sauf que je te jure, moi, je me souviens, la première fois que je faisais ça, puis j'ai commencé jeune à fumer du hash, puis du pot, puis tout. Puis j'avais peut-être 15 ou 16 ans, puis on m'avait donné une peanut, puis ça coûtait 6$. Puis il y avait différentes couleurs. Puis on avait pris à moins forte. La jaune, c'était à moins forte. Il appelait ça de la yellow tangerine, je pense, en avant la même. Il y a juste des Québécois qui vont appeler ça de la yellow tangerine, parce que une tangerine, c'est orange. Ouais, c'est ça. Okay? L'orange était plus forte que la jaune, elle la gelait comme pendant 15 heures. Fait que tu faisais pas l'orange. Anyway, je me suis dit, moi, le petit cul de 15 ans, t'es invincible, tu penses pas à mourir, toutes ces affaires-là. Ça me gèlera pas, ça. Tu prends ça. Ça l'a gelé, là, pendant 16 heures de temps. Non, ouais. Mais pas gelé le fun, là, comme la patate qui va. Au début, tu ris. Comme ces champs, en tout cas, je n'ai jamais essayé, c'est un ami qui m'a dit ça, mais pareil, quand tu prends des champignons magiques, c'est bien comique. Ouais. En tout cas, le LSD, c'était bien comique au début. Tu sais, puis, mais un moment donné, puis je vais tout le temps m'en rappeler parce que, tu sais, les lazy boys que tu tires, j'étais assis chez des amis, puis il fallait que tu tires l'affaire, puis j'étais assis comme ça, mais j'avais jamais tiré le bras, mais dans ma tête, moi, je le voyais. Là, ah ouais! J'ai passé 1 heure les jambes dans les airs, puis à un moment donné, quelqu'un dit « Hey, il fait 1 heure que m'a bien les jambes dans les airs! » Là, j'ai vraiment marché, esti, tellement que... Alors, ça te fait faire des affaires... débile. Toi, tu le voyais-tu, genre? Tu le voyais moi, comme levé? Dans ma tête, j'étais sûr que mes pieds c'est quelque chose. Puis ça, c'est la drogue. Il disait que ça te faisait halluciner, OK? Puis moi, je me souviens, c'est une grave erreur. Si la police écoute le podcast aujourd'hui, quand vous allez dans les écoles secondaires, arrêtez, dites la drogue, qu'est-ce que ça fait pour vrai? Ouais. Arrêtez de dire aux jeunes, là, tu vas prendre du hash. Puis si tu prends du hash, là, ben après ça, là, ben tu vas faire de la prostitution pour te payer de la cocaïne. Non, ça arrive pas. Puis après ça, quand tu arrives dans le vrai monde puis tu te rends compte, moi je me souviens quand j'ai fait le passage du hash aux drogues un peu plus dur, c'était pas tout ce que les policiers à mon école secondaire m'avaient dit. Je suis comme, là, c'est du monde avec des maisons qui ont des enfants, sont organisés, puis ont fait garder les enfants par les grands-parents, puis ils se pètent la face en fin de semaine. Puis non, là, ils ont pas l'air de faire de la prostitution, ces gens-là. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça enlève la crédibilité à qu'est-ce qu'ils veulent dire, au message qu'ils veulent passer. Moi, je me souviens, il avait dit que l'LSD, si tu prenais ça, il y a du monde qui voyait comme dans un monde de bande dessinée. Mais là, je suis comme, moi, je veux vivre ce trip, là. Je veux être. C'est un argument. Je veux être Tintin, man. Voyons donc. Puis, tu prenais le LSD dans le but d'halluciner. C'était vraiment un but que tu prenais ça dedans. Là, c'était d'avoir des couleurs partout pis tout. Puis, moi, j'ai grandi dans l'est de la ville, à Tétroville, Montréal-Est. J'avais fait ça chez mon chum, mon boy Tanguy, qui est mon coloc encore à ce jour. En tout cas, je vieillis mal. Mais fait que chez Tanguy à Montréal-Est, puis Montréal-Est,
c'est l'épicentre de l'industrialisation à Montréal. Là. C'est que des raffineries puis des compagnies industrielles puis tout. Mon histoire à la chèvre, OK? Fait qu'on fait l'acide. Je pense que je suis à côté d'un divan que je suis pas à côté dedans puis tout. Puis là, je ris moins. Là. Je trippe un peu moins parce que, oh fuck, ma tête est fuckée, tu sais, quand elle me joue des trucs pour vrai. Fait que je me dis, je vais aller dehors. Puis c'est comme le printemps dehors. Fait que tout dégèle puis les gouttes, tout est accentué fois 1000 sur les LSD. C'est complètement malade. Là. Les gouttes, ça sonne fort. Les couleurs. Tout est vraiment... Là, j'étais bien dehors. Mais là, je tourne un coin de rue. Puis à Montréal-Est, il y a une industrie qui s'appelle Carryall. Puis je vous défie, vous irez faire votre épicerie, vous checkerez tous les paniers d'épicerie au monde, même quand vous êtes au Mexique, sont fièrement construits sur la rue Marien à Montréal-Est. C'est la compagnie Carryall, c'est une compagnie de Montréal. Puis ça a l'air que Montréal, on est la mecque des paniers d'épicerie. Ouais, là, ça a l'air qu'on fait pas les gros de chez Maxi, mais les standards, ça se passe. Mais... en fait, c'est à l'automne. C'est parce que là, vous allez comprendre pourquoi. C'est à l'automne, puis c'est comme une soirée qui fait un peu chaud, mais je tourne le coin de rue. Et Carryall, dans le temps des fêtes, ils se font construire un sapin de Noël. Ah ouais. En panier d'épicerie. Il est 100 pieds d'eau, le sapin de Noël. Puis je l'avais jamais vu. Puis là, je tourne le coin, puis je suis gelé ben raide. Puis là, je vois un sapin d'épicerie en panier d'épicerie. Puis là, je suis comme, oh wow! Ça y est, j'hallucine. Puis là, je trippe parce que là, j'hallucine. Puis là, je suis comme, faut pas que tu clignes des yeux, tu vas perdre ton hallucination, tu sais. Fait que là, je marche, je me tiens les yeux de même, si j'ai l'air vraiment normal, il est 2 heures du matin. Puis j'arrive en dessous de cette calice de sapin-là. Puis là, j'y touche. Puis là, j'ai rien confus raide. Parce que personne m'avait dit qu'on peut toucher aux hallucinations. T'sais. Puis là, je grimpe dedans, puis tout. T'sais. Puis j'arrête de grimper dans l'affaire. Maman, il faut pas qu'elle écoute ton podcast. Mais en grimpant dedans, je me dis, man, faut pas que je cligne des yeux parce que si mon hallucination disparaît, je vais tomber. Puis c'est de même que le monde, il se tue sa drogue. Je me suis remis à pas filer. Finalement, j'ai juste descendu. Puis il se passe beaucoup d'affaires dans mon 14 heures de trip que le lendemain matin, quand je me réveille, je me rappelle pas de rien. Je me rappelle de fuck all de ma nuit, OK? Ouais. Puis là, bon, hey, Tanguay, man, quand on se voit la semaine prochaine, dans ma tête, je suis comme, faut que je change d'amis, ça n'a pas de bon sens. Puis je pars de chez eux, puis je m'en vais attendre l'autobus. Puis quand je tourne le coin et je revois cette calice de panier. Oh non, je suis encore buzzé! Ça finira jamais! Sacrément. À chaque année, j'y retourne juste pour voir s'il est là. Ils ont arrêté de le faire il y a une dizaine d'années. Il y avait trop de gars gelés qui montaient là-dessus. Plein d'ados sur LSD. Ah ouais. Fait que, OK, fait que t'as eu quand même un passé... Le fun. Trash. Oui, trash, c'est un bon mot. Mais, tu sais, c'est des bonnes leçons de vie. Puis, ça t'a influencé sur tout ce que t'as fait côté web, puis qui t'es aujourd'hui avec... C'est sûr. Parce qu'il y a un côté très cool, laisser aller, que t'as de ta personnalité, que tu laisses beaucoup paraître. Ouais, ben ce que tu vois, c'est ce que je suis. Je suis vraiment pas un comédien. On m'a donné un rôle parlé une fois dans une série, ça s'appelait O à TVA. Puis après la semaine que j'étais là, ils ont annoncé que c'était cancellé. Fait que je sais pas si c'est à cause de moi. Fait que là, t'es rendu à deux shows tués. Ton pilote avec TV, puis... Ne m'engagez pas pour vos séries. Sauf pour des séries de cuisine. Ça marche bien pour moi. Ouais. Mais non, écoute, je sais pas si on peut dire que c'est trash. C'est vivre en ville. C'est différent. Ouais. Je recommande pas à tout le monde de faire de l'LSD à 15 ans un vendredi soir avec ses chums, seul à Pointe-aux-Trembles. D'ailleurs, si mon fils ferait ça, je débuzzerais. Vraiment, là, je serais déçu. Mais écoute. L'important, c'est que tout le monde s'en est bien tiré. Avec le recul. Avec le recul. C'est ça. Tout le monde est vivant. Puis tout le monde est bon job aujourd'hui qui est autour de cette table-là ce soir. Ouais. Fait que... ça, je me souviens plus comment on est en venu à ça. Mais, comment que t'avais commencé. Je pense tu parlais de le roman.
Le plongeur. C'est ça. Oui, Ouais. qui est tout vrai. Ouais. Puis on a baissé les histoires, vraiment. Puis, Ouais. T'es en train de conter une anecdote, justement, de... les anecdotes de restaurants, Ouais. j'ai de la misère à compter des anecdotes de restaurants, mais j'ai tout le temps peur que le monde qui vivait l'anecdote se reconnaisse dans ouais. tout ça. Puis se sentent mal. Parce que moi, je n'ai fait des niaiseries, puis moi, je les assume, mes niaiseries. Mais je me rends compte qu'il y a une bonne partie de la population qui assume pas nécessairement leur jeunesse, puis qui aime garder... je pense qu'on a tous fait des folies dans notre passé. Il y a du monde qui aime moins en parler que d'autres, tu sais, qui ont peur de... Je sais pas, comment que le monde va penser d'eux. Puis, je veux dire, moi, j'ai pas cette peur-là. Je veux dire, c'est l'histoire que je viens de te conter. Je veux dire, sacrément, c'est il y a 31 ans de ça. Tu sais, c'est... je veux dire, vraiment, là, tu peux pas m'emmener pour quelque chose qui est arrivé il y a 31 ans. Là. C'est ça. Fait que, fait que les histoires dans ce livre-là sont toutes vraies. Sont pas mal toutes vraies. Ouais. Sont mélangées des fois avec des anecdotes de d'autres. Tu sais, moi, j'ai reconnu des anecdotes de d'autres cuisiniers dans d'autres restaurants qu'on a peut-être fusionné dans le livre avec nos idées, nos histoires à nous. Ouais, pour que ça fitte. Mais au final, là, c'est un très belle œuvre. Puis si t'as jamais travaillé en restauration, puis la restauration t'intéresse, c'est vraiment... Quand il décrit les odeurs de la cuisine puis tout, c'est vraiment vrai. C'est ça. C'est pas le fun de travailler dans une cuisine. Ben, c'est beaucoup. C'est très le fun. C'est le plus beau métier. Dans un restaurant comme où j'étais, là, de 20 à 35 ans, c'est le plus beau métier de soir. C'est le fun, ça va vite, tu travailles le soir, tu sors d'un bar. Je veux dire, tu connais tout le monde d'un bar, les shooters, ça y va gratuit. Moi, je me souviens, je me tenais au Roi Bar. Au Roi Bar, il y avait le menu du misto, littéralement, puis ils savaient que le samedi soir, on s'en venait. Fait que ils mettaient littéralement, puis c'était occupé le Roi Bar, fait qu'ils nous cachaient une table avec 6 chaises dans le sous-sol. Puis là, ils nous appelaient vers 10 h le soir, puis ils disaient vers quelle heure vous allez arriver? On va arriver vers minuit et demi, parfait. On va commander ça, puis ça. Puis là, on arrivait, nous autres, avec des boîtes de pizza à pu finir, puis ça, c'était une bonne technique pour rencontrer des demoiselles. T'amènes la pizza dans un bar à 1 h du matin, là, puis tu donnes ça au client. C'est sûr qu'il y a du monde qui va se faire. C'est ta pick-up line. C'était mon pick-up line. C'est moi qui ai fait la pizza. C'était ça, mon pick-up line. Mais nous autres, ils nous commandaient de la bouffe. Puis nous autres, on arrivait au bar, puis littéralement, le staff descendait au sol, il sortait notre table VIP. Puis tu sais, c'est des luxes de pauvres, ça là. Tu sais, je me souviens, je veux dire, on était 6 cuisiniers, on n'avait pas 2 dizaines à frotter ensemble. Mais tabarnak, la petite vedette Bob le chef du web, elle sortait le samedi soir avec son crew, puis on débarquait au bar, puis on enlignait 6 chaises autour d'une table dans un coin de bar, puis on se pensait les dieux de la place. Ce qui faisait que si tu m'as rencontré, admettons, entre genre 2005 et 2008, j'étais probablement un esti de patate. mais je pense qu'il y a comment je pourrais dire? Ça s'apprend à être reconnu. Puis moi, j'avais jamais eu ça. Mes amis avaient beaucoup eu ça. Mes chums skaters, c'était des très très bons skaters qui étaient devenus des pro skaters, là, des planches avec leur nom dessus pis tout. Fait eux avaient la reconnaissance de plein de monde, tu sais. Puis moi, j'ai jamais eu ça. Puis quand j'ai commencé à l'avoir, je pense que ça m'a pris par surprise que le monde me reconnaisse. Fait que je pense qu'il y a eu comme une période d'apprentissage où je dealais sûrement moins bien avec ça. Tu sais, j'étais comme « Wow, man! Tu sais, je t'ai reconnu! Est-ce que c'est hot? » Tandis qu'à cette heure, je suis beaucoup plus humble. Quand le monde, ils me disent dans le métro « Hey, je fais tes recettes. » Ma première question, c'est comme « Tu l'as-tu réussi? » Ah ouais, malade. Okay. Mais à cette heure, c'est plus... C'est quoi, t'avais la tête enflée ou... Je pense pas que j'avais la tête enflée. Je pense pas que j'étais désagréable. Okay. Mais je me pensais peut-être plus hot que j'ai été. Peut-être un petit peu. Hein? Je suis cool. Ouais, je me trouvais pas mal cool à une certaine époque. Tandis qu'à cette heure, c'est ma job, ce que je fais. Puis oui, je veux dire, les gens me reconnaissent de plus en plus. Mais au lieu de me trouver hot, j'en suis extrêmement reconnaissant. D'avoir une job, justement, qui me permet de payer mon loyer. Je fais vraiment ce que j'aime. Je veux dire, quand je cuisine chez nous, c'est parce que ça me tente pour vrai de faire de la bouffe. C'est plus je suis obligé de le faire. J'ai vraiment un fun à faire ça. Fait que il y a ce côté-là. Puis aussi,
le monde est fucking cool. Tu sais, de te faire dire par du monde qui ont vraiment... Pour moi, c'est... J'ai encore de la misère à le croire, tu sais. Hey, j'ai fait ta recette, c'est vraiment malade. Puis, tu sais, toute ma famille, il n'y a rien qui me fait plus plaisir à cette heure que ça. Tandis qu'à l'époque, peut-être, je me trouvais ça un peu plus... Je me trouvais plus hot que, tu sais, je fais du mac and cheese chez nous mes journées de congé, hein. Je mérite pas de prix Nobel. Mais moi, je trouve que, par exemple, t'es vraiment un exemple de persévérance, parce que ça fait longtemps que tu fais ça. Oui! Puis là, ça... Tu sais, t'as plein d'émissions, t'apparais tout partout à la télé, puis ça va bien, là, tes affaires. Là, Je me plains pas. Fait que je trouve ça vraiment sharp puis nice, puis tu sais, t'as de l'air très humble dans ta façon de... Ben, je me pince. Tu sais, vraiment, là, je me pince. Puis comme tout le monde, comme toi, man, tu fais du stand-up, il y a des soirs, t'es que ça me tente pas à soir, tu sais. Mais je suis sûr, comme moi, tu te rappelles la job de marde que tu lavais des toilettes de dépanneur en quelque part, tu sais. Puis tu te dis, ouais, à soir, au moins, je lave pas des toilettes de dep, tu sais. Puis justement, à soir, ben, tu sais, je chill, puis je suis pas dans un restaurant où que ça crie, puis la trappe à graisse déborde, puis il faut que je gère des employés, puis... Parce que, tu sais, oui, c'est le fun de faire le party après la job, mais quand t'es le chef pendant la job, il faut que tu gères ton mal de tête puis ceux des autres, puis ça, c'est pas le fun. Quand ça a commencé à pogner, toi, c'est-tu avec les lives? Ah non, c'est bien avant ça. Ouais. Ben, je veux pas dire pogner, là. Je sais pas, c'est quoi le gauge du stardom québécois. C'est ça, ouais. Mais, tu sais, de la façon dont c'est arrivé, on a 15 ans cette année. L'anarchie culinaire, on a commencé en 2005. Le site web a 15 ans. C'était des petites capsules que tu faisais. Sur 33 Mag, qui était une web télé à l'époque qui est sortie comme 6 mois avant YouTube. OK. Puis il y avait une émission, je veux pas dire de variété, il y avait une émission qui s'appelait Vox Pop. Eux, ils couvraient tous les événements trendy du Myland de l'époque, les shows de TTC, Omnichrome, entre autres. Là, qui, c'était comme la télé locale. Si on veut. Fait qu'eux autres, ils couvraient tous les shows. Il y avait moi qui était le show de cuisine et il y avait une émission de divertissement fait par les gars de Black Tabou. Hein, Black Tabou, les rappers offensants de Québec. God bless the topless. Oui, mais ils ont fait une série web qui n'existe plus et ça ne se retrouve plus nulle part, qui s'appelait Marie Poutine. Et à ce jour, et je leur supplie tout le temps de le remettre en ligne, c'est la meilleure chose qui a été faite sur le web au Québec. De loin, il n'y a rien qui accote ça. C'était une télésérie faite avec les moyens du bord. Écoute, il y avait un vortex là-dedans, là. Il y avait un monde parallèle. C'était fucking... incroyable. Moi, j'ai tout le temps eu... écoute, oui, c'est très... leur côté rap, très vulgaire, mais moi, j'ai tout le temps eu un respect incroyable pour la créativité de Richard Mange-Marais et de cette bande-là. Juste, vraiment, quand ton nom d'artiste, c'est Richard Mange-Marais, t'as déjà gagné beaucoup de points dans mon livre à moi. OK. Puis, c'est ça. Fait OK. Puis, ça a commencé en 2005. Ouais. Puis, de fil en aiguille, le monde a commencé à... Tu sais, je l'ai tout le temps dit, hein, on n'est pas là parce qu'on est bon, on est là parce qu'on était premiers. Si tu voulais parler de web, en 2005, il y avait 2 projets de web TV que tu pouvais écouter gratuitement, moi ou Bruno B. Fait que tu pouvais regarder un gars qui couchait avec des chicks sur un yacht, ou tu pouvais regarder un dude fucked up de la veille qui cuisinait dans son 1,5. C'était ça tes options web en 2005. Fait que quand la presse du Journal de Montréal ont dit il faudrait qu'on parle du web, ils ont pris moi au lieu du porn star. Respect Bruno B. Chris de bon gars Bruno B. Man. Je l'ai croisé. Belle queue. Belle good dick. Mais je l'ai croisé une couple d'années. Il va très très bien. Là. Cette petite vie tranquille, familiale, dans le coin de Sainte-Perpétue, si je me trompe pas. Là. Okay. Si jamais vous voyez un fermier avec un gros pénis dans le coin de Sainte-Perpétue, dites-vous que c'est probablement Bruno B. Mais non, c'est ça. Que les médias, tu sais, le web prenait de plus en plus de place. Les médias sont mis à parler de nous. Puis, plus qu'ils parlaient de nous autres, plus ça nous encourageait à continuer à faire des capsules web, puis sous toutes sortes de formes, puis c'est ça, on n'a juste jamais arrêté. La TV qui s'est mêlée là-dedans. Tu sais, j'ai eu la chance de travailler avec du monde incroyable. J'ai travaillé avec Gilda Roy pendant 2 ans au show du matin à TQS, le défunt TQS. J'ai fait avec Michel Barrette, France Castel, un show qui s'appelait Pour le plaisir.
J'étais allé là plugger mon premier livre, puis j'ai fait le show 8 ans de temps avec eux autres, une fois par 2 semaines à Radio-Can. OK. Fait que tu faisais une couple d'apparitions télé une fois là, avant même les lives. Là. Ah oui, bien avant les lives. OK. Même que pour le plaisir, ça a été... pour le plaisir puis le spornographe, ça a été 2 gros trucs qui ont changé ma vie, pour vrai, là, parce que le spornographe, c'est les mêmes gars que La soirée est encore jeune. Hein? Okay. C'est Jean-Philippe Autier, Olivier Niquet et les autres. Là. Ouais. Jean-Sébastien Gauthier. Ouais, c'est ça. Et il y avait aussi Fred Savard qui était là, qui a quitté. Mais... Jean-Sébastien Gauthier, je pense pas qu'il était au spornographe. Juste Olivier Niquet puis Jean-Philippe Autier. Mais moi, je me souviens, il m'avait demandé d'écrire une chronique pour le spornographe. J'en ai fait peut-être 3-4. Puis je suis arrivé là, puis je sais pas... je sais pas quel je m'attendais, mais j'étais comme caliste, tu sais, comme les gars sont bons. Ils connaissent tout, c'est des intellectuels, ils connaissent tout sur le sport, puis ils sont beaux. Ouais. Faut que je mange mes croûtes. Ouais. J'étais comme moi, je me suis pointé ici, puis j'ai fait une chronique sur la lutte amateur, qui était semi-bidon. Puis, OK, c'était même pas en rapport avec la bouffe? Non, c'était vraiment une affaire culinaire. Okay. Pas culinaire, là, sportif. Okay. J'avais écrit, j'avais moins de temps aussi à l'époque. Je disais, à cette heure, si tu me demandes d'écrire une chronique, je vais écrire une chronique. Mais à l'époque, j'ai écrit 3-4 idées, puis je me suis dit, je vais improviser ça à la radio avec des gars qui écrivaient vraiment tous leurs sketchs. Je me souviens, le premier soir, je suis parti de là, puis je suis comme, ouf, moi, il faut que je réévalue comment je fais mes apparitions publiques. Mais tu sais, c'est cool. Ces gars-là, ils savent peut-être même pas, mais ça m'a donné le goût d'être meilleur. Puis de pratiquer mon français, de pas avoir un français de fond de ruelle. Ouais. Puis, ce qui est correct aussi, c'est ce que je suis. Je suis un gars de fond de ruelle. Faut pas que je me dénature non plus. C'est ça. Mais... Moi, tout, j'aime ce parler-là. Oui. Je suis content parce que j'ai appris des nouveaux mots. Fait que des fois, je suis comme, hey, tabarnak de style, là, avec la polarisation. Puis là, le monde fait, OK. Des fois, ils pluguent des mots, esti. Pas vrai que j'ai des mots des fois que j'attends le moment propice pour plugger. Je trouve que j'ai l'air intelligent. Puis là, je l'utilise vraiment pas dans le bon contexte. Une fois sur 3, ça marche. Ben, pendant un bout, je mélangeais inculquer et inculper. Fait que je vais inculper des bonnes valeurs à mon fils. Puis ça se dit pas, arrête de dire ça. Tu as donné mon note. Tu fais l'air intelligent, mais t'as l'air calme. Mais c'est ça, en faisant des shows même à Radio-Can, je me suis rendu compte. Il faut que je me pratique. C'est un métier qui s'apprend comme tous les métiers, comme cuisinier, comme humoriste, comme n'importe quoi tu fais. T'es pas le meilleur le premier jour, puis c'est ça. Avec humilité, j'ai décidé de... J'ai pratiqué mon français beaucoup, secrètement. J'avais un ami au Misto qui faisait du théâtre. Fait que je l'ai aidé à lire ses textes les dimanches. J'avais des petits exercices aussi que je me donnais, là, que je faisais pas rigoureusement. Pas l'affaire comme... Acheter, t'es allé acheter. Exactement, toutes ces affaires-là. L'archer du chèche, te chèche. Ben stone après un chiffre de 12 heures à job. Là. C'est tout le temps drôle de lire ça. Wow. Mon salon, là. Mais au final, c'est ça, je suis content. Puis de fil en aiguille, je trouve qu'on est encore dans une ascension. On n'a pas plafonné loin de là encore. Là, Mais ça a tout été étape par étape, genre pas par pas. Ouais, je suis chanceux, justement, je suis bien entouré. Je pense que si t'es mal entouré, des fois, tu vas avoir tendance à sauter sa première affaire sur une opportunité qui a l'air bien meilleure que ce qu'elle est pour vrai. Puis j'ai quelqu'un qui est très pragmatique, qui analyse tous les contrats. Il me propose tout. Mais il dit, écoute, ça, t'aimerais-tu faire ça, t'aimerais-tu pas faire ça? Puis une fois que je dis ma décision, il me dit qu'est-ce que lui en pense. Puis habituellement, il se trompe pas, fait que je vais avec sa logique. Ouais. OK. Puis comment que ça l'a amené vers à ce que toi, tu fasses les lives? Les lives, tu sais, c'est avec la même gang. Hein? J'étais avec un gars qui s'appelle Alexis puis sa femme qui s'appelle Mathilde. Ça fait 15 ans que je travaille avec eux autres, puis eux autres, ça fait 18 ans qu'ils sont mariés ensemble. Puis c'est des chums d'enfance. C'est vraiment des amis là, de skateboard de cette époque-là. Puis on devient comme un vieux couple. Hein? Moi, je suis comme leur enfant illégitime. Fait qu'on a commencé. Quand on a commencé il y a 15 ans, on essayait d'imiter la TV. On essayait vraiment d'avoir une formule 22 minutes où vraiment là, un show de TV ça dure 22 minutes, mais nous autres on va faire un show meilleur que ça sur le web de 22 minutes. Ce qui était juste un show avec beaucoup de longueur. Mais écoute,
On a fait ça pendant 1 an. Après ça, on s'est rendu compte qu'il fallait raccourcir. Ça un peu. Fait qu'on faisait des capsules de plus comme 4, 5, 6 minutes. Après ça, on a vraiment raccourci ça à des capsules de 3 minutes. Puis après ça, on a décidé, fuck that, on fait un live qui dure 5 heures à tous les fins de semaine. Puis ça commençait à 1 heure l'après-midi. Puis on savait jamais à quelle heure ça finissait. Puis il y en avait un à chaque semaine? Dans la limite du possible, ouais. On a fait un moment donné, là, je pense qu'on a réussi à faire une vingtaine de semaines sans en manquer un. Fait quasiment un 6 mois de temps à tous les dimanches. Avec un invité différent. Puis invité connu, pas connu. Ouais, des fois, c'était du monde que j'avais travaillé avec. C'était du monde que j'avais rencontré. Des gens du web que je trouvais intéressants. Mais, tu sais, j'ai eu Marc Norsini, Mike Ward, il est venu. Mike est venu. Ouais, Mike est venu. Nice. Je pense qu'encore ce jour, il se demande pas qu'est-ce qu'il est venu faire là. Ouais. Mais c'est quand même drôle parce qu'il aime bien la cuisine, Mike. En fait, c'était un peu avant ses podcasts où il commençait à faire ses podcasts et il checkait ça avec beaucoup d'intérêt. Ouais. Le setup live qu'on avait. Puis tout, il te posait souvent bien des questions. Non, hein. il était. Mais il a tout été gentil avec moi, Mike. Il a tout été un bon gars, j'ai trouvé. Je pense que c'est un gars qui aide beaucoup c'est la relève humoristique au j'en Québec. suis la preuve, là, il m'a carrément donné une carrière. Ben, écoute, mais c'est un Christ de bon gars. Là. Il est drôle en plus. Moi, c'est. Puis en fait, c'est drôle parce que je suis un peu groupie de Mike Ward. Moi, je le trouve vraiment drôle. Je vais le voir en show. Tu sais, je suis genre, moi, j'achète un billet pour aller voir Mike Ward, là, carrément. Puis quand je le vois, j'essaie tout le temps d'avoir de l'air cool, comme si c'est mon chum. Mais je pense que je vais tout le temps groupie. Je vais tout le temps. Tu sais, la joke que t'as contée, là, ça, c'était drôle. je deviens de même. Ouais. Je vais aux toilettes, je me fais ventiler. Il fait chaud, hein? Oui, là, là. Il est super cool en plus. Il est venu à La Tuque, puis je sais qu'il est végétalien. Puis mon fils, moi, habite à La Tuque avec sa mère et tout. Ouais. Puis c'était tellement drôle. Puis je vois mon fils était encore à maternelle à l'époque. Puis je vois chez mon gars à l'école. Puis dans la classe à mon fils, il y a un esti de gros poster pour le show de Mike Ward. Puis je suis comme, tabarnak, tu sais, c'est comme, quelle esti d'école j'envoie mon gars, là. Tu sais, comme dans le cours de maternelle, il y a un poster de Mike dans la chambre. Comme, ça n'a pas sa place, ici. Où c'est que je me plains, esti? Ça serait drôle que ça soit celle, genre, de son premier show. Parce qu'il y a un gros crise de cigare dans la gueule. Puis je pense pas que c'était celle-là, mais. Avec son esti d'anneau sur le bord de l'oreille. Mais j'ai vu qu'il était à La Tuque, fait que je l'ai invité. Tu sais, je disais à Chris, j'ai vu que t'étais à La Tuque en fin de semaine. Viens souper chez nous, on va te faire de la bouffe végétalienne. Anyway, si tu veux manger végétalien à La Tuque, ça existe pas. Ils vont te donner une frite avec du ketchup, puis ils vont te dire bonne chance. Fait qu'il est venu souper avec nous autres, nous a donné des billets pour aller voir son show, puis tout. C'était vraiment une belle soirée. Puis après, il nous a laissé, j'ai pu aller faire ma groupie backstage. Ah ouais? Boire toute sa bière, justement, qu'il y en ait plus. That's it. Il était avec, comment il s'appelle, Michel Grenier, qui était débile, lui aussi. Là. Ah ouais, il est fin en Il est tellement fin, il est tellement drôle aussi. Ouais, tu vois qu'ils s'entendent bien, ces deux calices-là. Ouais, mais je trouve que Mike, c'est chaud. Je consomme beaucoup d'humour. Puis je trouve, tu sais, il est une coche, là. Je veux pas dire du stand-up à l'américain. Je veux pas dire que les Américains font mieux ça que les Québécois. Mais c'est quand même les Américains qui ont un peu inventé le style de cette forme d'art. Fait que... Ben, il est arrivé beaucoup plus en avance que. Ouais. Mais je trouve qu'il y a le style américain qui lève la foule. Je veux dire, il rentre dans la pièce pis t'as le goût de rire. Il est sur le stage, pis c'est pas parce qu'il a l'air drôle, il a l'air normal. Là. Il est juste, tu sais que ça va être drôle. Mais c'est surtout que ses fans à Mike, c'est du monde crissement fidèle, puis intense, puis sont contents d'être là, tu sais, puis sont vrais, là, tu sais. Ouais, vraiment. Ouais. Fait que maintenant, tu en reviens avec tes lives que t'as fait. Fait que t'en as fait pendant 4 ans? 4 ans. Ouais, il y a à peu près 500. En fait, on a fait 150 shows, à peu près 3 à 4 heures chaque. Fait qu'il y a à peu près 500 heures de mauvaise télévision communautaire sur le web en ce moment. Puis ça, t'es arrêté pourquoi? Parce que... J'étais tanné, man. Ah ouais, t'étais écœuré. T'en as fait 150, t'as fait le tour. Tu sais, c'est... Tu sais, le show sera pas meilleur, il y aura pas rien qui va... Je veux dire, moi, je l'ai tout le temps dit.
on ramassait des dons de sociofinancement via Patreon, via tout. Puis moi, je disais, le but ultime de tout ça, c'est d'aller faire, comme Guy la Liberté. Je l'appelais Guy de la Liberté dans mon show, je trouvais que c'était plus drôle. Mais mon but, c'était de faire comme Guy de la Liberté, à ramasser assez d'argent sur Patreon, puis aller faire un show dans l'espace. Puis si je faisais un show dans l'espace, je voulais que ce soit le roi Enoch, mon invité. Je voulais que moi, le roi Enoch dans l'espace, qui fume des gros cubains remplis de weed, ça aurait fait un crise de bon show de cuisine. Cocaïne au rap musique. Écoute, c'était ça ou rien. C'est rien, finalement. Désolé de vous décevoir. Ça n'aura sûrement pas lieu, le roi et moi. T'as-tu déjà parlé au roi Enoch? Ou... Je connais le roi Enoch personnellement. Je suis un des bons amis d'enfance à son grand frère, Jean-Philippe Beauséjour, qui est un des très bons skaters là, montréalais qu'il y a eu. Okay. Fait que lui, il vient de Montréal, le roi Enoch. Il vient de la Rive-Sud. C'est un gars de la Rive-Sud. Okay. Toute la famille Beauséjour vient de la Rive-Sud. Puis, c'est... lui, man, c'est un vrai personne. Lui, il a marqué ma jeunesse. Là. Yo, le roi Enoch, soit que tu l'adores ou que tu n'as aucune idée c'est qui. Puis tout le monde qui... Je veux dire, c'est parce qu'il a tellement donné de phrases cultes. Ben oui. Tu sais, t'entends, mon médaillon touche à mon pénis. J'escalade les montagnes de cocaïne. Ah, c'était... Moi, une de ses tunes préférées, c'est qui m'a marqué, là, c'était 2 pas en avant, 2 pas en arrière, lève ton fusil, allons-y. J'écoutais ça en loop. Puis je trouvais ça drôle. Là. Mais en fait, je trouve que Roi Enoch est sorti trop avant son temps. Ouais. Parce que c'était comme du trap rap. Ouais. 10 ans avant que le trap, même 15 ans avant que le trap explose. Ouais. Puis le monde, il y a bien du monde, il ne comprenait pas le style. Moi, j'appréciais pleinement là, le côté vraiment gangster. Ah ouais. Gangster et gentleman. C'était ça. Ah ouais. C'était ça son truc. Puis il s'est rendu loin. Il est allé jusqu'en France. Puis il tourne encore des trucs. Ouais. Il a fait un truc l'an passé. Je me souviens pas avec qui, avec un autre rapper pour les producteurs de fromage en France, qui est hallucinant. Les gars sont dans un appartement. C'est décoré. Ils sont dans un 3,5, mais c'est décoré comme s'ils sont dans un château. Il fait qu'ils appellent ça leur trône, puis tout. C'est malade. C'est du grand roi Enoch, comme on aime le roi Enoch. Absolument. Moi, je suis un fan du roi. T'entends? Puis il a fait de la tôle, hein? Lui, il a fait de la prison, il me semble. Je vais te laisser inviter le roi Enoch et conter ses histoires de prison lui-même. Je dirais pas, pas m'avancer. All right. Fait que c'est ça, fait que t'as arrêté les lives parce que t'avais fait le tour. J'avais fait le tour, puis c'est demandant aussi, puis je faisais ça chez Alexis et Mathilde, mes partners depuis toujours. Fait que ça, un moment donné, à tous les dimanches, j'allais chez des amis, crisser le bordel dans la cuisine. J'ai dit, un moment donné, il y avait du caramel avec Jonathan Roberge, on l'a échappé. Des spaghettis sur le plafond. Puis on les a laissés là en exposition permanente. Ouais. Mais à un moment donné, mes amis ont dit, on aimerait ça peindre notre appartement. Puis plus que ce soit un zoo le dimanche. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était un des gros facteurs derrière tout ça. Puis c'était cool parce que tout cas, j'ai arrêté comme pendant 1 an. Puis pendant la pandémie, mais j'avais rien d'autre à faire. Fait que j'ai reparti le projet. Puis avec plus de succès que quand je le faisais à tous les semaines. Ben ouais. Fait que, là, il y a du monde chez eux qui ont rien à faire. Fait que c'est carrément, j'en revenais pas du nombre de monde qui m'écoutait pendant la pandémie. Là, ça ressemblait à quoi ton pic de monde? Asti, on en a fait un pour Tic Géant, puis je pense qu'à un moment donné, il y avait vraiment 10 000 personnes qui nous écoutaient en même temps. C'était insane, là. C'est beaucoup, vraiment. Parce qu'on a commencé à faire des lives commandités, parce que mine de rien, à un moment donné, les compagnies cherchaient des façons de faire du advertising pendant toute cette pandémie-là. Ouais. Fait qu'on dit, Chris, on va aller avec les gens qui produisent, ceux qui sont chez eux, qui font du web. Fait que, tu sais, j'ai été chanceux, justement. J'ai eu tellement peur d'arrêter de travailler pendant cette pandémie que j'ai fini la pandémie, j'étais brûlé, j'avais besoin de vacances. Je faisais des lives chez nous, je créais du contenu pour mon site web, je me suis comme essoufflé pendant toute cette pandémie-là. Je me levais le matin, OK, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Puis je suis chanceux. Parce que t'avais peur de plus avoir de job. J'avais peur de plus avoir de job. Fait que je prenais tout ce qui passait pendant que je l'avais, puis je me disais, on paye, mais que ça finisse, ça finira. Là, c'est ça. Je suis un gars qui vit de façon très minimaliste. À part des running shoes dans la vie, je m'achète pas grand-chose. Fait que des soupes au restaurant, mais il y en avait plus de ça. Fait que, puis même me faire des souliers sur Amazon quand tu restes chez vous toute la journée, là, ça sert à rien. Fait que je me levais le matin, puis je dis, OK, je vais cuisiner, je vais prendre une photo, je vais mettre la recette sur mon site web. Après ça, je
vais tourner un live, tu sais, mais tous les jours devenaient qu'est-ce que je peux faire pour pas virer fou pour faire faillite. Fait que je me suis remis à faire ce que j'aime. Puis tu vois, mais j'ai été chanceux parce qu'avec la fin de la pandémie, il n'y a pas eu de TV pendant 6 mois. Fait qu'il a fallu comme je rattrape tous ces 6 mois de TV-là. Fait que là, je travaille sur Marc Norcini à Radio-Can. Je fais barbecue en boîte là, qui joue là à Zest TV. Je suis en train de tourner Arrive en campagne pour TVA. Je fais un autre show, un show de cuisine pour aveugles qui revient pour une 4e saison. Il y a un poste Ami Télé. C'est un poste avec description auditive. Okay. Tu me regardes de façon fascinante. Non, là, c'est parce que je t'écoute. C'est vraiment un show de cuisine pour non-voyants. Ah ouais. En passant, on peut dire aveugle. Hein, moi, j'ai demandé aux aveugles, puis les aveugles m'ont dit que les seuls gens qui sont offusqués par le terme d'aveugle, c'est des femmes blanches mariées de la banlieue qui ont 37 à 42 ans. Ah ouais. C'est les seuls qui sont pas aveugles. Il faut que tu dises non-voyants avec eux autres, sinon ils sont pas offusqués. Il faut dire non-voyants, c'est pas des aveugles, c'est impoli. Les aveugles s'en sac, ils disent on sait qu'on voit rien, on est aveugles. Mais je fais un show de cuisine pour eux qui est vraiment, vraiment, de tous les projets que je fais, c'est un des trucs les plus stimulants que je fais. Ouais. Parce que ma co-animatrice, elle est non-voyante et non aveugle. Elle est non-voyante, OK? Puis elle va me montrer vraiment des techniques. Tu sais, moi, je cuisine avec un bandeau, là, un moment donné dans le show. Puis je vois c'est quoi cuisiner sans l'utilisation de ses yeux. Puis elle va me montrer des trucs tout au long de comment mesurer mes ingrédients. Puis il y a une façon même qu'il faut que tu parles aux non-voyants quand tu animes un show de TV. Puis je prends un call là-dessus. Il faut que je dise tout ce que je fais. Avec ma main droite, je vais prendre mon téléphone et je vais venir me l'accoter sur mon oreille gauche. Puis là, tu dis tout. C'est ça. Tout le long. C'est une transcription de tes mouvements. Des chandails pas rayés, pas de motif dessus. Vous entendez des chandails unis parce que la part des non-voyants voient un faible pourcentage, mais des lignes, ça va fucker leur vision. Fait qu'il y a beaucoup d'apprentissage pour moi dans tout ça. C'est vraiment le fun. Pour vrai, il y a quelque chose de stimulant. Je trouve aussi que c'est un nouveau défi aussi. Ouais, puis je trouve dans une espèce de monde où tu sais, pendant longtemps, je savais que je cuisinais pour des gens, je leur amenais du bonheur. Des fois, je me perds un peu là-dedans. C'est comme, qu'est-ce que je fais pour vrai? Là? Je fais de la TV, le monde, ils font-tu vraiment une recette? J'offre-tu vraiment? Tandis que là-dedans, je trouve que j'offre un service à des gens qui en ont besoin. Ça te valorise un peu là-dedans. Ça m'aide un peu à trouver du sens dans tout ce que je fais, je pense, des fois. Fait que ça revient pour une 4e saison. J'ai toutes sortes de projets qui s'en viennent. J'ai du vin que j'ai mis sur la table. Ici, de façon subliminale, on va l'avancer. Bout en train, 3 cépages. C'est le moment autoplug du podcast, tout le monde. Okay? Et vous pouvez pas skipper les annonces, désolé. Fait que Bout en train, c'est mon nouveau projet. 3 bouteilles Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Chardonnay. Ouais. Puis ça sort dans pas long ou c'est déjà sorti? D'ici 2 semaines dans toutes les épiceries et dépanneurs du Québec. Oh! Fait que, félicitations. Ouais, je suis vraiment content. On voit le petit signe d'anarchie autour du col. Là. On peut pouvoir facilement l'identifier. Dites-vous, par exemple, je suis pas sommelier, OK? Loin de moi l'idée. Je bois beaucoup de vin. Hein? Quand même, j'en bois assez pour dire... Elle n'est pas à l'image de la soupe minestrone, là, j'espère. Ça, non, ça. Celle-là, t'as recommande. Là. Moins chunky, le vin, que la soupe il minestrone. manque une canne d'eau là-dedans. Là. Tu cales ça, mais... Ça se peut que tu veilles avec. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai pantoute. Non, je suis vraiment content, par exemple, parce qu'on m'a aidé. C'est sûr, mais au final, ce qui est dans la bouteille, c'est vraiment ce que j'aime boire. On s'est inspiré de des vins plus dispendieux, admettons, là. Mais pour un vin de dépanneur, c'est un crise de bon vin de dépanneur. J'ai hâte que le monde y goûte. Pour vrai, à 12$ la bouteille, là, je pense que le monde va goûter. D'ailleurs, ça, c'est pour toi. Boire ça dans tes temps. Puis t'en as-tu du blanc aussi? Oui, j'ai du blanc aussi. Puis j'ai un rouge un peu plus corsé, un cabernet pour quand tu manges tes grosses grillades sur le barbecue. Chris, mais thank you. Ça fait tellement plaisir. Des fois, j'en bois du vin, tu sais. Pas mal n'importe quoi qui a de l'alcool, je bois ça, là, mais... Ça, justement, c'est un vin pour du monde qui n'en boivent pas tous les jours. Tu sais, puis c'est pour ça, le monde, t'as-tu pris un vin québécois? Ton vin sera pas la SAQ. Écoute, je suis Bob le chef, Carlis, je suis un anarchiste culinaire. Si je fais un cépage, un roi du Beaujolais, que je vends 23$ à SAQ, le monde, ils l'achèteront pas plus. Non. Ils vont dire, Bob le chef, c'est un esti. Fait que le monde qui disent dans leur tête que Bob le chef, c'est un tata, que j'ai du vin à 23$ ou à 12$ sans calice. Ben, c'est ça. Moi, je vise la même clientèle que je visais
quand j'ai commencé mon projet. Quelqu'un comme toi qui boit pas énormément de vin, qui sait peut-être pas qu'est-ce qu'il aime comme vin, mais là, la façon qu'on l'a expliqué avec quoi ça va, comment c'est fait, puis toute sa bouteille, n'importe qui peut comprendre. Puis je pense que c'est un beau vin, justement, pour initier les gens à ça. Moi, c'est quelque chose, je te dirais, ça fait 10 ans que je m'intéresse au vin. Tu sais, c'est quelque chose, s'intéresser au vin, c'est pas évident. Il y a beaucoup de géographie, il y a beaucoup de tout là-dedans. Des fois, tu sais pas si c'est quoi Cabernet Sauvignon, c'est le nom de la ville, c'est le nom du raisin, c'est le nom du vignoble. C'est ça. C'est un raisin, je pense. Peut-être que je me trompe. Mais Je pensais que c'était la place où ça avait été poussé. ben, il y a beaucoup d'affaires, tu sais, justement. Fait que moi, je fais un vin pour, justement, tu sais, apprendre aux gens un petit ABC du vin. Puis j'espère, justement, que le monde, avec un vin d'entrée de gamme de même qui est très, très bon au goût, ben ça va leur donner le goût d'en découvrir plus sur le vin. Tu sais, OK, moi, j'ai payé 12$ pour le Pinot Noir à Bob le Chef, t'as bon. Là, à soir, par exemple, je reçois ma belle-mère à souper. Je sais que le Pinot Noir, il va avec telle affaire. Ben, je vais en acheter un, mais à 16$. T'as pas besoin de tout acheter le mien. Ben, commence avec le mien. Mais c'est-tu cher, ça, 16$ pour une bouteille de vin? Non. Non, 30$, ça commence à être cher. Ouais. Ben, n'importe quoi au-dessus de 20$. Hein? T'as pas besoin de payer plus que 20$ pour une bouteille de vin. À moins moi, que les tu sois, bouteilles, que tu tripes vraiment là-dessus. Ouais. Moi, des fois, il y a des rouges italiens il y en a un là, qui coûte une trentaine de piastres. Ben, j'en bois pas à tous les lundis soirs. Ouais. Ma blonde arrière de la caméra a dit oui, on en boit les lundis soirs. mais pas à tous les lundis. Mais tu sais, une fois de temps en temps, j'ai voulu me gâter. Je m'achète ça parce que moi, c'est ça que j'aime. Je sais que c'est. Ouais. Mais tu sais, c'est là. Tu commences avec des vins pas chers, puis tu découvres de fil en aiguille qu'est-ce que t'aimes. Là. C'est comme tout. C'est un apprentissage. Moi, j'avais été à Sac, puis j'avais acheté une bouteille de vin. Genre, elle coûtait 18$ bio. Puis. Puis je l'ai aimé, fait que j'ai acheté genre 6 bouteilles de ça. Parfait. Ben oui, mais c'est ça qu'il faut faire quand tu trouves quelque chose d'aime. Saute là-dessus. Là, c'est... ça va être la bouteille. Yes, fait que si vous aimez mon vin à coup de caisse. À coup de caisse! À coup de caisse, ça. 144$, tu l'achètes à la caisse. Ça a l'air beaucoup de même, mais tu passerais une petite brosse pour 144$. Puis là, je voulais te parler de quoi? Je sais pas si ça va te déranger qu'on en parle. Il n'y a rien qui me dérange. Mais, tu sais, il y a eu, comme, il y a pas longtemps, une petite controverse avec le petit Mousseau. Ouais. Je sais pas si t'as entendu parler avec l'appropriation culturelle. On est allés, nous autres, souper à son souper coréen, justement. Écoute, en tant que gars blanc, je veux pas dire que ça devrait pas offusquer du monde. Si t'es asiatique, puis ça c'est offusqué, puis c'est tes affaires, puis c'est bien correct, ça se peut qu'il t'ait de façon maladroite offusqué. Je connais Antonin, je pense que c'était plus un hommage à la cuisine coréenne et de loin une appropriation culturelle. Puis je pense qu'il l'a bien expliqué que s'il a insulté quelque chose, qu'il était vraiment désolé de l'avoir fait. De là, par contre, je veux dire, moi, j'ai été québécois puis j'ai travaillé dans un restaurant italien. J'ai-tu fait de l'appropriation culturelle tout ce temps-là sans le savoir, tu sais? Encore une fois, si les gens concernés se sentent mal dans tout ça, ben on peut rien dire puis on peut juste s'excuser. Mais encore une fois, si une dame de 35 ans blanche de la banlieue, elle ça change sa vie puis elle va s'empêcher d'aller à ton restaurant, ben tant mieux, moi je vais pouvoir y aller au restaurant. C'est ça je m'en fous. Il y a du monde, je pense. Il y a du monde, je pense. Là, je prends la femme de 35 ans de banlieue, là. Il y en a à Montréal aussi de même, je le sais. Écrivez-moi pas ça dans les commentaires. Mais il y a des hommes aussi qui sont de même. Il y a du monde, je pense, ils veulent juste être en calice. Puis tu sais, moi, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, puis je le vois. Le même monde qui sont en crise de Black Lives Matter vont être le même genre de monde que la semaine d'après qui vont dire que Marie-Pierre Morin, on devrait la lyncher puis la traîner dans les égouts de Montréal. Puis après ça, ben ils vont se choquer. Puis des fois, ces mêmes gens-là, c'est débile comment ils vont full circle dans leur choquage. Ils vont commencer par se choquer du monde qui respecte pas les consignes du gouvernement pour finir pour se choquer contre le gouvernement qui essaie de nous brimer de nos droits. Ça, moi, je trouve ça complètement fucked up. Puis écoute, il y a du monde qui sont de même, sont jamais contents. Puis moi, je suis le contraire de ça. Moi, je suis tout le temps de bonne humeur. Fait que, tu sais... Mais c'est-tu comme de quoi qui
C'est la première fois que j'entends parler qu'on insulte du monde en faisant de l'appropriation culturelle en cuisinant de l'ormelet. Puis après ça, elle a commencé à attaquer le mousseau sur il n'a pas utilisé le bon champignon puis tout. Anthony Mousseau-Rivard, c'est comme un des meilleurs cuisiniers que le Québec a en ce moment. Puis on devrait le remercier pour la façon qu'il met le Québec culinairement sur la map. Puis qui fait aussi, il enlève, tantôt je parlais de la vieille garde de l'école où on se faisait crier après. Au Mousseau, justement, c'est un des meilleurs restaurants au Québec. Si pas le meilleur, puis c'est complètement le contraire de ce que je disais tantôt. Je disais, c'est harmonieux dans sa cuisine. La cuisine est ouverte. Il est super respectueux avec ses employés. Il n'y a pas de chef qui casse une grosse affaire de radio. Non, il casse pas son radio, même qu'il aime beaucoup son radio, ça je le sais. Mais c'est ça, je veux dire. Puis aussi, je veux dire, quand tu vas là, tu vois la multi... moi, je le sais pour un fait. La cuisine, c'est quelque chose... Moi, je viens un milieu très urbain. J'ai un milieu montréalais. J'avais beaucoup d'amis multi-ethniques à l'école. Fait que le racisme, pour moi, ça a tout le temps été un concept fucked up. Tu sais, je peux pas comprendre pourquoi t'aimes pas mon chum Pedro. Pedro, man, il est fucking cool puis il est bon en BMX. Pourquoi qu'on l'aimerait pas? Puis sa mère, man, a fait des espèces de tartelettes à la viande. Puis des fois, j'ai en échange contre un morceau de caramel dans mon lunch puis c'est débile. Tu sais, je veux dire, pour moi, l'immigration, ça peut juste amener plus de connaissances puis moins d'ignorance. Fait que je catch pas tout le vibe raciste. Puis quelque chose que j'ai aimé en cuisine. En cuisine, j'ai jamais côtoyé de monde raciste. Parce qu'en cuisine, c'est de la multi-ethnicité tout le temps. Tu travailles avec des anglophones, avec des italiens. Il n'y a pas de sexisme en cuisine. Tu travailles avec des gars, tu travailles avec des filles. Tout le monde a sa place en cuisine. Tout ce qu'on veut, là, c'est que tu sois capable d'opérer. Si tu es capable de couper des tomates, de fermer ta gueule, moi, m'en calisse, tu peux être vert avec des piercings comme même à côté de tes nipples, même pas sur tes nipples, des piercings sur tes côtes, puis je m'en crisse. OK? Comme fais qu'est-ce que tu veux. Moi, je veux quelqu'un qui coupe des tomates. Puis en cuisine, en cuisine, c'est ça. Fait que quand cette histoire-là a sorti, je suis comme, oh fuck. Je pense qu'il y a du monde. Je peux comprendre pareil qu'il y a du monde coréen qui ont été offusqués par la chose, mais qui ont parlé sans connaissance de la vision de ce cuisinier-là. Fait qu'on a jeté la pierre peut-être sans savoir. Mais en même temps, comme je disais, en tant qu'homme blanc, je suis qui, moi, pour parler de racisme? On est du côté que c'est facile pour nous autres. Fait que tu sais, il faut que tu respectes l'opinion des gens en autant que ces gens-là ont rapport dans leur opinion. Puis c'est le cas. Ben, moi, j'ai lu toutes les opinions. Puis j'ai trouvé au final aussi qu'il y a eu un débat... les plus intelligents vont en discuter, puis ceux qui veulent juste japper, puis pas écouter. Puis ça, c'est des deux bords. Tu sais, tantôt, je parlais des masques, des anti-masques. C'est la même chose. Autant des gens qui veulent pas porter de masque. C'est correct de trouver qu'il y a des mesures peut-être un petit peu trop draconiennes en ce moment, puis de pas... mais de là qu'il faut se lancer des pièces, moindrement, on n'a pas la même opinion. Puis je trouve que c'est le poison des réseaux sociaux. C'est que ça a permis à tout le monde d'avoir une opinion. Puis, mais t'as-tu vu le documentaire Netflix de Social Dilemma? Oui, c'est complètement... Moi, je l'ai écouté hier et j'ai fait « Ah, Chris, ça explique bien des affaires. » Oui, direct au moment où je m'en allais m'acheter des souliers que Facebook me disait que j'avais pas besoin puis dans ma tête, j'étais convaincu que j'avais besoin. Fallait que j'écoute ce documentaire-là. C'est ça. J'ai acheté des souliers pareil. Fuck off. Mais ouais, c'est ça, c'est fou parce que c'est comme les algorithmes qui poussent le monde à consommer qu'est-ce que eux autres pensent. Oui. Puis pas juste des... Là, on parle de running shoe, mais on parle d'idéologie politique. Ouais, c'est ça, politique, ça. J'aimerais ça vivre aux États-Unis puis être abonné à Facebook. Ça doit être assez fucked up, ce que t'as ça comme algorithme. Des ventes de fusils puis tout, là. Ça doit être spécial, ça. Puis tu sais, on le sait tout, là. Fait juste... Genre, on a parlé du soulier depuis tout à l'heure. Je sais qu'on va avoir des pubs de shoes qui vont apparaître dans... C'est juste ça, sur mon téléphone. M'emmener, je magasinais un code de cuir, puis j'arrêtais pas d'en parler à mes amis. Puis, définitif, il y a des codes de cuir qui apparaissaient. Ouais. T'es comme tabarnak. Des fois, c'est fatigant, mais tu viens de commander un produit, puis après, on te le propose. Quand même, on se plus le temps, le câble. Là, j'ai commandé mes lunettes fumées. Là, j'étais comme, j'aimerais vraiment avoir une poupée gonflable. Une poupée gonflable. J'ai dit une poupée. Tabarnak! Encore des affaires d'enlarge your penis. C'est une loupe. Ouais, c'est ça. Ça marche. Hey, mon gars, man, c'était vraiment le fun, pour vrai. C'était cool? Ouais. Ouais. Mais on a fait 1h40. Arrête donc, ça fait 1h30 qu'on parle. Ouais. Fuck! 1h40, ouais.
T'es un très bon intervieweur. C'était très intéressant de parler. C'était le fun au bout. Merci d'être venu. C'est super apprécié. J'aime ça m'écouter parler aussi. Ouais. Excusez-moi. Fait que si on veut te voir à télé, on veut te suivre. Barbecue en bois sur Zestel les mercredis soirs dès 21h30. Sinon, il y a beaucoup d'autres shows que je sais pas quand est-ce qu'ils jouent, parce que j'ai pas de TV chez nous. Ou sinon, tu as tes réseaux sociaux. On peut te Oui, suivre. venez me voir sur Instagram. Surtout, Instagram, c'est moi qui s'en occupe pour vrai. Ouais. Si tu m'écris, je te réponds pour vrai. Je réponds à tout le monde qui m'écrit. Tout le monde. Je trouve ça important. À tous les jours, là, j'essaie de prendre, ou aux 2 jours, je vais prendre une demi-heure, 1 heure. Je vais répondre à tout le monde qui répond à mes stories ou whatever. Je pose du nouveau stuff presque quotidiennement. Fait que c'est ça. OK. Ouais. Bon, ben, thank you encore d'être venu. Yo, merci. C'est vraiment à toi. apprécié. Je suis content que Van Godzilla nous ait mis en contact. Ah ouais, man. Van Godzilla. Van Godzilla, t'es un bon débile. Vous irez checker votre bout en train. Allez vous chercher votre bout en train. Tout le monde. Yeah, mais Moi, je suis bien content de l'avoir. Ça me fait tellement plaisir t'en donner. Yes. Faut que je m'en débarrasse, j'ai 10 caisses dans ma chambre à coucher. Ça n'a pas de bon sens. Hey, thank you tout le monde d'avoir écouté. Passez une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom, 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 boom.